Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. On revient en moyenne 3 fois par mois pour vous faire le débrief de ce qui se passe d'intéressant dans ce fabuleux monde des comics. Et aujourd'hui, on aborde un petit peu tout ce qui s'est passé en début du mois d'avril 2023 pour cette première émission donc de ce mois printanier. Corentin, bien entendu, est avec nous. Ça va ? Ça va très bien, je te remercie. C'est un peu le speed en ce moment, alors on enregistre ce podcast. Bon, je pense que vous le remarquez très très fortement avec ma façon de parler de plus en plus vite à chaque fois. Je pense on va bégayer. N'hésitez pas à faire avance au ralenti dans le podcast, parce que sinon effectivement vous aurez peut-être du mal à comprendre ce que je dis, mais je vais essayer quand même de calmer mon stress apparent. Je vous explique pourquoi je suis stressé, tout simplement parce que dans 2 jours, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est le début du Paris Fan Festival 2023. On a un stand sur place avec plein d'artistes invités. Il y aura des séances de dédicaces organisées, il y aura des conférences. Tous les détails et les modalités sont sur le site comicsblog.fr en homepage. Donc voilà, n'hésitez pas. On vous rappelle que si vous voulez prendre des dédicaces sur notre stand, il faut prendre un bouquin aussi sur notre stand libraire. Donc notamment par rapport à Frontier, ne l'achetez pas tout de suite si vous voulez vous le faire dédicacer sur place, sinon de toute façon il faudra prendre un autre bouquin. Bref, tout ça pour vous dire aussi que concernant ce Paris Fan Festival, une annonce de dernière minute, Goran Suzuka qui est invité par l'éditeur Black River, qui aura donc aussi son stand au Paris Fan Festival. D'ailleurs il y aura aussi Garcenis. C'est super cool parce que il va pas rester que sur l'artiste LA, il va venir sur les stands de Black River mais aussi de Comics Initiative pour faire quelques petites séances de dédicaces sur voilà, parce qu'on l'avait dit, qu'on avait annoncé. Ennis, il a une production très importante en mainstream comme en indé, et particulièrement dans les indés, en fait il y a plein d'éditeurs différents qui ont pu apporter ces travaux en France. Donc je trouve ça super chouette qu'ils aient pu se mettre d'accord avec leurs gars pour aller faire des dédicaces, vraiment des albums ciblés, c'est-à-dire que pour les récits de guerre notamment, pour Red Rover Red Charlie ou Caliban, ça sera vraiment voilà, côté de Comics Initiative, qui est pas du tout une maison, c'est une petite maison d'édition, c'est une maison d'édition indépendante. Qui a pas les moyens de déplacer. Ouais, c'est ça, et je trouve ça juste pour le principe, je trouve ça juste trop cool, et j'espère que les éditeurs concernés vont kiffer d'avoir un tel auteur. Et surtout qu'il est partout en plus. Ouais. Dans tous les éditeurs, il y a un peu de Garcenis. Ouais, c'est ça. Non, mais autant tu dis c'est normal qu'il saurait si Panini avait un stand par rapport à The Boys ou ce genre de choses, ou Preacher pour Urban, mais du coup il va aussi vraiment sur plusieurs stands, donc c'est trop cool. On espère vous voir nombreux. N'hésitez pas à faire coucou. On sera pas trop, on a 2 créneaux d'interview, notamment le samedi après-midi, qui fait qu'on sera pas là pour une partie. Sinon, moi je serai toujours sur le stand quand je serai pas en conférence, mais comme il y en a que 4, on devrait quand même être assez disponible, notamment le dimanche en ce qui me concerne. Et ma foi, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ensuite, Corentin, dans l'actualité, il y a pas mal de financements participatifs en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots juste sur le Future Shocks qui a été lancé par les éditions Delirium? Donc c'est des premiers travaux d'Alan Moore avec des inédits qui ont été faits chez 2000 AD et qui nous arrivent donc sur une campagne à découvrir sur Kiss Kiss Bank Bank. Donc oui, effectivement, un projet de réédition complète des Future Shocks de Moore. Alors pour ceux qui ne voient pas, effectivement, Future Shocks, c'était donc une anthologie de science-fiction publiée dans la revue 2000 AD, à l'époque éditée par le groupe IPC Magazines, donc une revue de science-fiction dont les plus célèbres personnages étaient évidemment Judge Dredd, Nemesis the Warlock, Strontium Dog, etc., etc. Celle-là, en l'occurrence, n'est pas une histoire suivie avec un seul personnage. C'est effectivement une anthologie à l'IC Comics avec différents segments par différentes équipes créatives. Donc, Moore n'était que l'un d'entre eux. Il a livré une 30aine d'histoires au début des années 80 qui ont été rééditées, donc effectivement en VO, mais pas en VF complètement. C'est la première fois, a priori, qu'on aura toutes les histoires de Moore pour le marché français. Avec différentes contributions extérieures, donc de Johnny Gins, Ian Gibson, Alan Davis, Brendan McCarthy, Steve Dillon, Gary Leach, Brian Talbot, quelques-uns des artistes qu'il a pu ensuite retrouver, notamment sur Watchmen, Marvelman, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt un bon projet. On sait effectivement que Delirium, c'est le principal relais francophone, même quasiment unique, du travail de 2000 AD. Ils font un travail qui est assez exceptionnel justement pour les fans de comics britanniques dont je fais partie, parce que jusqu'ici, les séries de 2000 AD étaient quand même assez éparses au niveau de la disponibilité en France. Donc c'est super cool. Pour rappel, on a eu aussi récemment la saga des Bob Jeffries chez Comics Initiative, ou Vision d'Alan Moore chez Comics Initiative. Donc peu à peu, en fait, la bibliographie de Moore va
bientôt être complète en France, grâce au travail de petites maisons d'édition comme ça, qui vont prendre des projets un peu moins connus que Watchmen, que Promethea, que Swamp Thing, etc. Donc c'est super chouette. On en reparlera à ce moment-là. Moi, j'avoue que c'est pas un taf que je connais très bien de lui. J'ai lu quelques histoires, mais pas toutes. Apparemment, ça parle déjà justement de l'écriture métafictionnelle, qui est un peu un de ses grands sujets. Du voyage dans le temps aussi un petit peu, une lecture un peu satirique et humoristique, parce que Moore à l'époque était quand même aussi un auteur marrant. Il avait beaucoup d'humour. Rappelez-vous Captain Britain, il y avait des scènes marrantes, ou Hello Jones aussi, c'était assez bien, c'était rigolo. Donc là voilà, on est plus à l'époque d'humour satiriste, on n'est pas encore à l'époque du grand maestro qui viendra plus tard, mais c'est intéressant de voir par où tout a commencé, et on est assez impatient de découvrir ça, n'est-ce pas Arnaud Kikou? Complètement. Je t'avoue que moi, forcément, évidemment, du 2000 AD, c'est pas quelque chose que je connais très bien, mais je t'avoue que j'ai déjà participé en ce qui me concerne, à ce que j'essaye de faire 1 à 2 campagnes, pas chaque mois en fait, pour participer à ma petite échelle là-dedans, puisque même si effectivement quand on a le travail qu'on a, on peut recevoir parfois les bouquins en tant que service presse, je trouve que c'est aussi important de contribuer pour aussi soutenir ces maisons d'édition. Donc Future Shocks, c'est à soutenir en ce moment sur KissKissBankBank, vous vous en doutez, c'est déjà validé. En tout cas, mais les buts, c'est d'avoir le bouquin le plus beau possible, comme toujours avec ce type de campagne. Et les liens sont dans la description de ce podcast. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez contribuer si vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez également soutenir, comme pour ce podcast, tout simplement en partageant les liens des campagnes en question. Autre auteur de très grand renom, justement chez Comics Initiative qu'on mentionnait avant, c'est Barry Windsor Smith, avec 2 ouvrages également proposés, mais cette fois sur la plateforme Ulule. Corentin. Oui, alors c'est 2 projets qui remontent à une seule et même anthologie, qui était Barry Windsor Smith Storyteller. Un truc qu'il avait fait, je crois que c'était chez Dark Horse, peu de temps après avoir travaillé chez Valiant, où il avait notamment créé les personnages de Archer et Armstrong. Arnaud, oui, merci. Là, en l'occurrence, j'avoue, ça non plus, je n'ai pas lu. Donc c'est des titres qui ont été de courte durée, mais qui présentaient des versants mythologiques assez intéressants. D'un côté, on a Freebooters, qui est un peu la réponse de Windsor Smith au mythe de Conan le Barbare, à la fantaisie américaine des porteurs de glaive et des guerriers dans des paysages médiévaux fantastiques, mais quand même plus inspiration justement guerriers musclés, femmes sataniques, sorcières, etc. Voilà. Et à côté de ça, c'était Young Gods qu'il avait créé, donc là qui est plus un projet qui ressemble à ce qu'avait fait Jack Kirby de son côté, à la fois sur les New Gods, sur les Inhumains, sur les Éternels. Ça parle en fait d'une petite fratrie de divinités dans le monde moderne. Donc voilà, ces 2 projets qui sont effectivement assez intéressants. Vous avez le descriptif complet sur les pages de la campagne Ulule. C'est du Windsor Smith, donc c'est très beau. En l'occurrence, c'est en couleur, avec un travail sur la couleur et sur la restitution des planches de l'époque qui est évidemment magnifique, comme souvent chez Comics Initiative, où il y a un soin qui est apporté à l'idée de faire, mais comme chez Delirium d'ailleurs aussi, des beaux albums VF et pas juste des traductions de ce qui a déjà été fait aux États-Unis. Là, on va quand même chercher des titres qui ont été édités aux États-Unis chez Fantagraphics, donc c'est encore une fois un partenariat entre les deux. On les avait déjà vus collaborer ensemble sur Movable Oath, notamment de Ed Luce. Donc là, ça continue, c'est super chouette, effectivement. Et de la même façon, pour celles et ceux qui ont découvert Barry Windsor Smith ou qui ont redécouvert Barry Windsor Smith, parce que j'imagine que tout le monde avait déjà lu Weapon X, par exemple, avec l'album Monsters Monstres qui a été édité en France chez Delcourt. Il y a plein d'autres trucs à lire de lui, plein d'autres créations originales à lire de lui. Il n'a pas fait que Weapon X et Monsters, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Très bien, merci également Corentin pour ce bref résumé. Également à soutenir, et encore il reste quelques jours pour le faire à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est la campagne de Bliss Édition pour du Shadowman. Vous le savez, Bliss forcément, vu qu'ils peuvent pas éditer beaucoup du Valiant Comics récent, puisque l'éditeur ne sort plus qu'un seul single issue par mois, donc ça rallonge considérablement les délais pour avoir des TPB à imprimer. Donc ils continuent en fait de faire des projets à la fois dans du comics indé, notamment avec des autrices et des auteurs phares qu'ils ont chez eux comme Kay O'Neill, d'ailleurs dont le nouveau volume est également à soutenir. Donc si vous avez aimé tout ce qui est les Dragontés, on vous invite à aller sur Ulule pour découvrir la campagne de ce nouveau projet qu'on réabordera plus en détail dans la prochaine émission. Mais là, à l'heure où on enregistre ce podcast, il reste quelques jours aussi pour soutenir donc du Valiant Comics à l'ancienne avec le nouveau volume du Shadowman 90s, on va dire. Ils avaient publié un premier volume avec Garth Ennis et Ashley Woods
sur en fait une nouvelle version du personnage qui est pas Jack Boniface mais qui est en fait un autre personnage qui reprend le titre de Shadowman, donc ce personnage qui est capable de voyager entre notre monde réel et le monde des morts, et là maintenant en fait on a un nouveau volume qui est fait par Jamie Delano et Charlie Adler, donc deux noms qui sont aussi très connus dans le monde des comics, puisque l'un c'est celui qui a lancé Hellblazer chez Vertigo, et Charlie Adler c'est le dessinateur de Walking Dead entre autres. Le second dessinateur. Le second, oui, Tony Moore. Mais franchement, quand tu fais 160 et quelques numéros par rapport aux 6 premiers, c'est plus lui, comme Cory Walker et Ryan Otley, bien sûr, c'est ça. Mais je voulais juste ajouter par rapport à Comics Initiative aussi que pour ceux qui ne savent, enfin celles et ceux qui ne savent pas, dans leur campagne il y a aussi souvent des promotions pour de précédents albums, et en l'occurrence pas n'importe lesquels, puisqu'il y a le Canon de Wallywood et le Sky Masters of the Space Force de Jack Kirby et Wallywood. Donc voilà, si encore une fois vous avez raté les campagnes à l'époque, il est encore temps d'y aller, parce que la distribution de Comics Initiative ça reste principalement les plateformes de financement participatif. Donc surveillez un peu les campagnes, il y a souvent des petites promos comme ça qui sont très cool. Ouais, parce que notamment, surtout quand, en tout cas pour Comics Initiative, c'est des tirages uniques, donc il y a pas forcément je crois qu'il y a pas de réimpression tout simplement. Donc voilà, c'est une fois que les campagnes sont terminées, ça leur permet eux de faire leur tirage, mais ils veulent pas renvoyer de bouquins au pilon, donc ils en impriment pas non plus, ils en impriment pas plus. Et après, pour les avoir, c'est soit sur certaines librairies qui les commandent, soit sur les festivals où ils sont présents. D'ailleurs, ils sont présents aussi au Paris Fan Festival avec plusieurs auteurs. Je crois qu'il y a Paria, le duo créatif qui fait Paria, c'est Tony Emerio et Boris Beuzelin. Exactement. Merci. Il y aura Laurent Lefebvre et Jocelyn Billard. Donc voilà, c'est les auteurs maison de Comics Initiative, et donc n'hésitez pas. Alan Moore. Et il y aura pas Alan Moore, hélas. C'est dommage. Mais c'est alors Comics Initiative. Ouais, mais ils auront quand même Garcenis le dimanche sur leur stand. C'est quand même plutôt cool. C'est vrai. Vous pouvez vous faire signer votre tome 1 de Shadowman de Bliss. Tout se rejoint. Oui, alors par contre, sur le stand de Comics Initiative, tu y vas pour te faire signer les trucs de Comics Initiative. Oui, mais vous pouvez attraper Garcenis et lui dire, hey, tu me signes ça, bâtard. Ça c'est plutôt pour quand il est sur l'artiste allé. S'il est sur l'artiste allé, tu peux y a pas de truc, mais quand tu vas sur le stand d'un éditeur, c'est comme si, tu vas au McDo, c'est pas pour manger un quick, tu vois. Ça dépend. Non. Jamais il y a un mec qui passe avec un sac non, quick, mais tu l'agresses. Non, tu fais pas ça. Tu n'agresses pas les gens, Corentin, aussi. Il faut arrêter de faire ça. Oui, on n'agresse pas les auteurs dans les salons. Il faut que je te le rappelle. Pas seulement dans les salons, ok. Très bien. Voilà, donc dernier jour pour cette campagne, donc du Shadowman de Jamie Delano et Charlie Adler, donc qui s'intéresse justement en fait à la confrontation cette fois entre Jack Boniface qui avait perdu le titre de Shadowman et celui qu'on appelle Zero, qui est le nouveau tenant du titre. C'est une série complète, en tout cas c'est leur run complet, c'est une quinzaine de numéros qui sont regroupés dans cet album qui fait 272 pages et quelques. Donc nous on vous recommande, notamment si vous vous intéressez à la période 90s de l'univers Valiant, qui a quand même vu qui a posé les bases des grands succès du reboot de Valiant de 2012 jusqu'à aujourd'hui, sachant que Shadowman, je vous recommande également la nouvelle série actuellement en parution de Cullen Burn, et qui avait notamment John Davison sur le premier tome, qui faisait un travail absolument génial sur le plan graphique. La campagne permet d'avoir des rattrapages justement, c'est-à-dire qu'en plus de soutenir le tome actuellement, il y a souvent dans les contreparties, en fait, il vous propose de prendre aussi les précédents tomes qu'ils ont pu avoir, notamment avec les couvertures variantes qui sont elles exclusives à Ulule. Et donc on en termine pour ce côté du financement participatif avec aussi un projet beaucoup plus indépendant qui s'appelle Cosmic Chaos. Donc c'est un titre qui est édité qui est fait en auto-édition par un monsieur qui s'appelle Morvan LR, mais juste Morvan tout simplement, qui est en fait graphiste sur Nantes, dans la belle ville de Nantes, et qui fait également sur à côté en fait sa propre bande dessinée. Donc c'est également sur Ulule à soutenir. Donc on s'intéresse à en fait un jeune homme qui s'appelle Ethan, ou Ethan, je sais pas comment on le dit du coup. Ou Ethan effectivement, je sais pas comment on le dit en breton nantais, qui est en fait embrigadé en fait par une escouade qui veille sur le bon déroulement de la ligne temporelle, donc un peu à la TVA chez Marvel, et donc dans une aventure cosmique avec un trait qui est très avec des recherches graphiques qui sont vraiment plutôt intéressantes, c'est-à-dire que c'est très très chargé en fait dans le trait. Il y a un ancrage qui est très
très présent, et donc vraiment une composition en fait qui alterne vraiment avec une mise en scène, enfin un découpage assez classique dans le franco-belge, et parfois justement des splash pages, quelque chose plus dans le titre comics, mais tu vois avec aussi je trouve une approche graphique assez intéressante sur le plan de vie, sur le plan des décors et de la ville. Donc, oui, il y a Siri qui s'est, je sais pas pourquoi il y a Siri qui s'est activé. Siri sans faire gaffe. Depuis tout à l'heure, Siri entend ce que dit Arnaud et copie-colle le texte. J'ai même pas regardé pour voir si elle arrivait à suivre avec mon débit, mais j'ai l'impression que c'était quand même plutôt performant. Donc voilà, il est là le projet quasiment à 100%, donc vous pouvez donner un tout petit coup de pouce pour le faire valider. Vous recevrez, voilà, l'album, les single issues chez vous. C'est histoire de soutenir, voilà, comme on l'a fait avec aussi Hoop Island par exemple. Voilà, les créateurs qui essayent de montrer leur travail et de se faire kiffer avec de la bande dessinée. Ensuite, Corentin. Oui. De quoi parle-t-on? Je ne sais plus puisque je n'ai pas le programme devant moi, mais voilà, je vais te le dire. Je vais te dire. Ah oui, si, une belle annonce de 404 Comics pour 2024. On parle d'une belle annonce de 404 Comics pour 2024. Ah bah merci Corentin d'avoir rattrapé le programme avec moi. Bah, vu, c'est Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan qui ouvrira le bal des publications 2024 de 404 Comics. On avait déjà identifié, si vous suivez les réseaux sociaux de Nicolas Beaujean sur Twitter, que clairement il avait un petit crush sur Jesse Lonergan, un artiste qui fait tout simplement des superbes travaux. En fait, faut regarder un one shot qu'il a fait l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà maintenant, qui s'appelle Edra, qui est sorti chez Image Comics. C'est une petite leçon de découpage, tout simplement. Vraiment, c'est clairement un type qui a des skills de ouf dans la narration séquentielle. Et donc en fait, Arca, c'est un projet de original graphic novel, donc ça veut dire que c'est pas passé par la case single issues aux États-Unis, que ça sort directement en album, qui en fait nous vient de IDW Original, la ligne de comics en creator own qui a été initiée l'année dernière après l'arrivée notamment de Mark Doyle en tant que nouvel éditeur. Donc c'est là aussi qu'on a les Dark, c'est pas les Dark Side, c'est les zut, truc de Scott Snyder, là. Ouais. Dark Spaces. Merci. Wild Spaces, Dark Spaces, Wildfire, ouais. et tous et Good Deeds et tout ça. Donc voilà, en plus de cette ligne de comics de Scott Snyder, il y a pas mal d'autres titres en creator owned qui arrivent. Trop culte. Et comme True Cult aussi. Et donc, Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan, de quoi ça parle, très cher Corentin? Mais je sais pas, c'est toi qui as fait l'article, Arnaud Kikou. Et alors, tu aurais pu te renseigner quand même. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça, effectivement. Bah, ça parle de science-fiction. Ça parle d'un vaisseau, en fait. Et oui. Parce que en gros, ça se passe d'ici 2-3 mois, quand la planète Terre, en fait, aura été dévastée par la catastrophe climatique. C'est vraiment, ça reprend la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine. C'est ça. Ça reprend, en fait, le mythe du vaisseau, en fait, qui a été construit, en fait, pour emmener l'humanité sur un autre avenir. Un vaisseau qui, bien entendu, a été bâti grâce aux sous des puissants, qui eux continuent de jouir en fait d'une vie privilégiée là-dedans, puisque bien entendu c'est pas parce que la Terre a failli disparaître qu'on va revoir le modèle de société capitaliste et de domination par l'argent. Et sauf qu'en fait pour que le vaisseau fonctionne, ils décident d'exploiter des adolescents, en fait, des jeunes, en leur promettant justement un avenir meilleur sur la future planète qu'ils pourront habiter. Sauf que, a priori, on sait pas vraiment si cet avenir meilleur il va vraiment arriver. C'est Perséphone, donc une adolescente sur ce vaisseau, qui va en fait se rendre compte que en fait ils sont juste exploités, et va très certainement, alors moi je l'ai pas lu, mais du pitch, parce que je crois qu'il est même pas sorti en VO à l'heure où on enregistre le podcast, hein. C'est vraiment une sortie assez proche par rapport à ce que fait IDW, qui va donc mener une forme de révolution. Donc j'imagine un peu peut-être à la Spartacus, et que j'espère en tout cas que ça finira dans un bain de sang pour ces gros bourgeois de merde. Bah, c'est plutôt la Snowpiercer du coup. Je dis c'est plutôt à la Snowpiercer. Par rapport au vaisseau, ouais, c'est un peu de ça effectivement aussi avec le Snowpiercer par rapport au vaisseau. Mais après, t'avais aussi le Papillon des étoiles de Bernard Werber, qui faisait exactement la même chose avec un vaisseau et qui avait un twist que je ne vous dévoilerai pas si vous avez pas lu la nouvelle. Si, dis-le. En fait. Ouais, vas-y. Bon, d'accord, je spoil du Bernard Werber, mais t'as fait pour American Jesus la dernière fois. Personne l'a noté, hein, tu vois que tout le monde s'en fichait. Non, mais en fait, le twist, c'est que à la fin, les deux, il reste que, en fait,
le vaisseau embarque, ils sont genre des milliers, et au final il se passe tellement de trucs parce que forcément ils n'arrivent pas à vivre en société dans un vaisseau fermé, qu'il y a des guerres, qu'il y a des soulèvements, qu'il y a des maladies et tout ça, et au final ils arrivent sur la planète, ils sont plus que deux, et sauf que tu t'aperçois qu'en fait c'est Adam et Ève, et en fait c'est le mythe un peu de la... Tu sais, il y a déjà, tu sais, ça rejoint en fait certains mythes ou théories du complot comme quoi l'être humain vient de l'espace, enfin que c'est des extraterrestres qui ont amené les choses comme ça, quoi. Bien joué, Joe. Donc voilà. Très bien. Eh ben écoute, pourquoi pas. Alors moi j'admets que j'aime beaucoup effectivement ce qu'a fait Jesse Lonergan jusqu'ici, notamment excusez-moi, vraiment aujourd'hui, notamment dans Hedra et Planet Paradise, qui sont les deux titres que j'ai lus de lui. Et effectivement, on en avait parlé récemment pour l'annonce du projet Miss Truesdale and the Fall of Hyperborea avec Mike Mignola, et c'est à cette occasion d'ailleurs que Monsieur Beaujouan nous avait partagé l'article en disant hey, j'ai une annonce à faire. Alors moi je croyais que c'était du Mignola inédit, et en fait c'est du Lonergan inédit. Donc effectivement, Lonergan qui avait aussi été validé par Elsa Chartier pour son art du découpage. Il faut lire Hedra si c'est pas fait, parce que c'est une histoire qui est assez courte. Planet Paradise est plus étoffé au niveau du scénario, mais c'est déjà en fait une science assez intéressante de comment est-ce qu'il utilise l'espacement des pages, l'objet dans la case, même quelque part les cases dans l'objet. C'est assez impressionnant, et donc voilà, moi j'étais assez impatient de voir la suite de sa carrière. Ça peut être ce projet-là comme un autre. Moi je suis content. Il a quand même majoritairement fait de la science-fiction pour l'instant, de toute façon. Hedra et Planet Paradise c'était aussi sur le thème du vaisseau spatial, on va dire, l'un plus que l'autre. Donc il faudra voir comment ça rend. Moi ce petit propos voilà, de bon gauchiste caricatural, ça me parle parce que je suis moi-même concerné. T'es complètement un bon gauchiste caricatural. Exactement, voilà. Moi j'ai tout. On te le reproche souvent. Oui, je sais, oui, pas de souci. Et en bon gauchiste caricatural, je m'en fous. Donc c'est cool, et vivement que ça sorte, et voilà, et vivement que Miss Truesdale sorte aussi. Oui, ça finira par... pour en parler parce qu'il y aura une news après plus tard dans le programme qui sera liée à ce sujet. Exactement. Autre bonne nouvelle, c'est chez Futuropolis en juin qu'on va avoir, en fait, que l'éditeur va poursuivre sa réédition grand format des travaux de l'incroyable Geoff Darrow, avec donc une nouvelle édition de Big Guy and Rusty the Boy Robot, qui est écrit par Frank Miller. Donc Frank Miller, Geoff Darrow, l'équipe créative incontournable pour une histoire qui, tu le disais dans ton article, sert un peu de prétexte comme Hardboiled en fait pour empiler les scènes d'action démentielles. C'est ça. Sauf que là c'est conscient parce que Hardboiled, Frank Miller avait écrit un scénario. C'est ça. Et c'est Geoff Darrow qui a fait qu'à sa tête. Et Frank Miller avait fait marrer, donc il avait dit bon, fais ton truc, et puis on s'en fout, je te ferai les dialogues. Et là, en fait, c'est pas écrit par Frank Miller, les dialogues sont écrits par Frank Miller. Pardon, alors. Mais l'intrigue, contrairement à Hardboiled, c'est Story and Art by Geoff Darrow, donc c'est vraiment plutôt un projet de Geoff Darrow, et ça se voit, puisque si Frank Miller reste un fan avoué, déclaré du Japon, particulièrement de la culture des films ninja et du manga, enfin des mangas en général, Geoff Darrow, lui, est vraiment nippophile au sens otaku du terme. C'est un mec qui a été très souvent au Japon, qui lit énormément de mangas, qui est un amoureux de Otomo, un amoureux de Tezuka, un amoureux de... Et je crois même qu'il a quelques bases un peu rares en japonais, on va dire. Bon, puis on sait bien lui qui a fait des couvertures pour Lone Wolf and Cub. Non, c'est Frank Miller, du coup. Ah, pardon, tu parlais de... Oui, tu m'écoutes pas. Non, c'était Geoff Darrow dont je parlais. Oui, pardon, je crois que tu parlais de Frank Miller. Pardon. Et Geoff Darrow qui a travaillé avec un studio d'animation japonais, même c'était Madhouse, je crois d'ailleurs, pour faire adapter le Shaolin Cowboy, on en avait parlé à l'époque, avec les quelques petits extraits qui étaient sortis. Et donc là, c'est un hommage, en fait, simplement à la fois à la culture japonaise et à la fois à la culture américaine de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui vont essayer de créer un être artificiel, un peu à la Dame Warlock, sauf que évidemment comme d'habitude l'expérience dérape et apparaît de la matière qu'ils ont créé un énorme dinosaure qui parle et qui crache des rayons laser et qui transforme les autres gens en dinosaures. Donc c'est complètement con, mais c'est fait exprès parce qu'en fait c'est évidemment un clin d'œil à Godzilla, c'est un clin d'œil au film de la Toho. Le gouvernement japonais un peu désespéré va envoyer Rusty, qui est un nom qui signifie rouillé, qui est un petit androïde artificiel créé par un scientifique pour défendre le Japon des menaces X ou Y, et qui est évidemment Astro Boy, mais avec une petite houppette rousse, toute mignonne. Donc voilà, Rusty ne va pas être de taille à combattre le dinosaure, donc les Américains, alliés des États-Unis, vont envoyer de leur côté le Big Guy, qui est une sorte de soldat un peu GI, dans une armure robot à la Iron Man, un peu aussi à la Géant de Fer, mais toute blanche, une très belle armure, qui est surarmé, qui cause comme un GI des années 40, qui cause même comme un spot publicitaire de recrutement pour l'armée. C'est très ironique, tout ça est très
troisième degré, on va dire, parce que apparemment ironique au second degré, dans le sens où ce qui s'y passe n'est pas absurde, c'est vraiment juste de la baston. Mais il y a un côté, on sait qu'on rend hommage, on sait que le scénario n'a pas d'intérêt, on sait que vous êtes là pour le graphisme. Et pour l'hommage justement aux BD américaines, donc il y a effectivement ce côté un peu patriote et propagandiste du Big Guy. Mais il y a aussi un côté hommage à l'écriture de Jack Kirby et à l'écriture de ses comics très verbeux, où on t'explique tout ce qui se passe, où les personnages n'arrêtent pas de tchatcher, alors que ça ne sert absolument à rien. Où tu pourrais même faire la même BD sans les dialogues, ce serait la même chose, très honnêtement. Même si vous avez des graphistes dans votre entourage qui peuvent vous faire ça, vous faites le comparatif. Alors on modifie pas les œuvres des gens comme ça non plus. Si vous pouvez retrouver les versions histoire. Croquis de, non mais c'est pour l'exemple. Je sais. C'est qu'en l'occurrence, voilà, le dialogue, c'est vraiment juste, c'est une surcouche, justement, stylistique pour rendre hommage, mais en fait ça ne sert à rien. C'est vraiment juste une scène d'action. Toutes les BD de Geoff Darrow, on l'a déjà dit, ne sont que de très grandes scènes d'action. Là en l'occurrence c'est un dinosaure qui se tape avec Iron Man, donc c'est cool. Qui a une mitrailleuse à la place des coudes et tout. Enfin voilà. Donc Big Guy, effectivement, c'est la deuxième collaboration de Frank Miller et de Geoff Darrow, sortie en 95 chez Dark Horse, à l'époque où justement Miller avait quitté DC Comics suite à un imbroglio sur le fameux label suggéré pour le lecteur adulte que DC voulait imposer, qui après a bifurqué vers le label Vertigo. En arrivant chez Dark Horse, Miller s'est dit je vais en foutre partout, et il a fait beaucoup de BD très violentes, notamment l'adaptation en script de Robocop 2 qui était ultra violente, Robocop contre Terminator aussi qui était n'importe quoi, Sin City qui est aussi Sin City qui est assez violent, même 300 quelque part c'est violent, enfin bref. Et donc quand il a rencontré Geoff Darrow, il a rencontré un partenaire idéal pour faire un peu justement ce côté, retrouver ce côté un peu punk, un peu gamin, énervé, etc., qui veut en foutre partout. Et Darrow à côté était ravi d'avoir le nom Frank Miller pour l'aider à faire vaguer ses projets. Donc là on retrouve la colo de Dave Stewart qui avait été refaite lors de la réédition en album il y a 8 ans maintenant. Ce qui est moins grave pour moi que pour Hardboiled, où je préférais la couleur des studios RG. C'était les studios RG? Oui, c'était les studios RG. Parce qu'en fait, la couleur un peu échaudée parce qu'il s'était passé sur Hardboiled, justement, Darrow avait beaucoup plus travaillé la couleur dans Big Guy pour que ce soit plus proche de son style à lui. Et il l'a fait refaire ensuite avec Dave Stewart, parce qu'une fois qu'il a rencontré Dave Stewart sur Shaolin Cowboy, il a décidé que toutes ses BD seraient colorisées par Dave Stewart, et rétroactivement aussi. Quelques petits détails en plus. Donc, lors de Dark Horse Presents, la dernière série en date, il y avait une histoire bonus, seulement réalisée par Geoff Darrow. Ce coup-ci, il retrouvait plus son univers à la Shaolin Cowboy avec les Américains tatoués qui fument des clopes et qui laissent des déchets partout, qui sera donc a priori dans cette réédition, les fausses couvertures des futures aventures de Big Guy qui n'auront pas lieu, et une nouvelle traduction de Lorraine Darrow, la femme de Geoff Darrow, qui est francophone comme Geoff Darrow lui-même. Donc c'est super chouette, on est très contents. Elle est même française, hein. Elle est française, Lorraine Darrow? Lorraine Darrow, il me semble qu'il a épousé une française et que c'est pour ça qu'il vit maintenant en France, quoi. Ok, très bien. Voilà, une traduction d'une française pour une BD en français. Donc c'est parfait. Donc ça arrive en juin. Et oui. Il y a aussi une série animée, Big Guy and Rusty the Boy Robot, si vous pouvez la trouver sur Dailymotion. Ah ouais? Ouais. Frank Trop Miller a accouché d'une série animée. Ce monde n'a aucun sens. Putain. Mais ouais. Il a duré une saison, je crois, une vingtaine d'épisodes, et vous avez vraiment. Non mais sérieusement. Oui, et ça reprend le style de Darrow? Oui. Mais c'est pas exactement, tu vois, ça reste du cartoon, mais comment mais quoi? Après, c'est pas aussi violent, hein. Oui, non, peut-être, mais c'est trop cool. Ok, je savais pas. Ouais. Et voilà, vous savez que voilà, même quand on tient ce podcast, on en apprend des choses grâce à l'ami Corentin. Et bien sûr. C'est la fin du couplet de Geoff Darrow. Ouais, vous allez Geoff Darrow. Vous commencez à connaître un petit peu nos marottes dans ce podcast, je pense, avec certains artistes dont on aime parler beaucoup. Est-ce que ce serait pas une indication, peut-être qu'en juin, et on ferait un podcast thématique sur Geoff Darrow, peut-être? C'est une idée, ça, Arnaud. Ce serait pas un podcast en préparation depuis 8 ans, déjà. Mais ça t'est pas venu comme ça, alors tu y avais déjà réfléchi. Ah oui. Putain, je me disais, il est fort. Ouais. Oh, tu m'as surpris. Ça fait pas des mois qu'on en parle, hein, purée, et qu'on trouve pas le temps de s'organiser. Il faut trouver le bon créneau. Oui, bien sûr. On peut essayer de se caler sur la sortie de Big Guy. Par exemple. En VFF, ça sort quand? En juin. Bah oui. Le 30 juin, je crois. Partons là-dessus, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aussi. Ensuite, autre titre qui est du comics, mais que vous n'auriez pas forcément identifié comme du comics, puisque faut le savoir, hein. Aux États-Unis, donc, il y a les single issues et il y a les graphic novels ou les TPB, les trade paperbacks. Il y a une bonne partie de la production américaine qui sort directement dans les librairies généralistes, en fait, ou dans les comic shops, mais en album, et donc qui passe pas par la case single issues, donc fascicule en mensuel. Et il y a toute une partie en fait de cette production qui nous vient aussi en France, mais pas forcément
chez des éditeurs qui sont identifiés vraiment comme faisant du comics. C'est notamment le cas pour beaucoup d'albums plus ou moins jeunesse, plus ou moins dans la veine un petit peu de la tradition de ce qu'on appellerait le roman graphique, à la limite avec des lettres majuscules pour faire style. C'est de la vraie bande dessinée par rapport au comic book. Mais voilà, ça existe chez plein d'éditeurs différents. Citons par exemple Moi ce que j'aime chez les monstres aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est typiquement ce genre de choses là. Le manoir de Chartwell, le manuel de Chartwell chez Delcourt, c'est vraiment voilà ce genre d'objet. Les mince. Ah, j'en ai marre d'avoir des trous de mémoire aujourd'hui, ça va me fatiguer. Mais c'est parce que tu travailles trop, mec. Oui, tu peut-être. Tu te reposes, que tu respires, que tu réfléchis. Oui, mais alors deux jours avant le PFF, c'est clairement pas là que je vais pouvoir me reposer. Mais effectivement, il sera temps de prendre des jours ensuite. Bref, tout ça pour vous dire que il y a un album qui s'appelle Himawari House qui nous arrive aux éditions Rue de Sèvres également pour le mois de juin prochain. C'est écrit et dessiné par une autrice américaine qui est d'origine asiatique. Alors je sais pas si elle est japonaise ou pas, donc je vais juste dire asiatique pour pas me mouiller et pas faire de Himawari, ça me paraît ouais mais après ça ressemble à du japonais en tout cas. Oui, en tout cas parce que l'histoire se déroule au Japon, ça de toute façon. Donc et en fait elle a illustré le récit Nous étions les ennemis de George Takei qui a reçu prix aux Eisner Awards et aussi à Angoulême ou à quai début, je sais plus, mais voilà, qui était multi récompensé lors de sa sortie. La biographie de George Takei. Ouais. Monsieur Soulou. Et donc en fait là elle livre un bouquin qu'elle a écrit et dessiné elle-même. C'est sorti en 2021 chez First Second et donc ça nous arrive chez Rue de Sèvres qui faut le savoir édite depuis sa création, depuis ça fait 10 ans maintenant qu'ils existent, très régulièrement en fait des graphic novels venus des États-Unis, notamment cet été-là de Mariko Tamaki et Gillian Tamaki qui est ressorti en ce moment en édition anniversaire 10 ans. Donc Mariko Tamaki que tout le monde connaît maintenant dans les comics parce qu'elle a fait beaucoup de travaux sur les super-héros, mais qui voilà en 2014 déjà Rue de Sèvres était sur le créneau de cette autrice. Et donc là c'est alors je veux dire c'est un peu dans le même créneau puisqu'on avait aussi une autrice qui est d'origine asiatique et qui nous parle en fait de racines culturelles, de choc un petit peu culturel. On s'intéresse à Nao qui est un américain d'origine japonaise qui va en fait se déplacer au Japon pour trouver un petit peu ses racines, pour retrouver un travail là-bas et vivre en fait dans une maison donc qui s'appelle la maison Himawari, qui est en fait une maison de colocation. Là-bas, il va rencontrer Hee-jung qui est une étudiante coréenne et Tina qui vient de Singapour et tous les trois personnes en fait vont vivre au quotidien en partageant leurs différences culturelles puisque c'est trop l'auberge espagnole en fait. Ouais, c'est au Japon, l'auberge japonaise. Mais je l'ai pas vu. L'auberge espagnole. Non, mais j'ai pas envie de voir les films de comment il s'appelle? Clapiche. Voilà, Cédric. Je sais pas, j'ai quelque chose qui m'exaspère avec Clapiche, donc voilà. C'est viscéral vraiment. T'en as vu beaucoup? Bah non, j'en ai vu aucun, mais je veux pas les voir parce que en fait l'écho que ça me renvoie vraiment des films de Clapiche, c'est un truc qui m'exaspère. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Il m'énerve. C'est ça, c'est tout. Donc voilà. Sa gueule, voilà. Donc c'est quand même un copieux bouquin. C'est 384 pages. Le style a vraiment quelque chose. Alors oui, il y a quelque chose un peu avec l'animation asiatique dans le dessin, quelque chose qui évoque ça et qui évoque aussi un petit peu pas mal les publications qu'on voit généralement pour du public jeunesse ou young adult. Mais c'est très délicat. Franchement, je trouve ça c'est très très joli à regarder. De toute façon, vous pouvez voir des pages d'extraits vu que c'est sorti en VO déjà sur les sites C'est délicat dans le sens faut pas le laisser tomber sinon ça non, mais c'est je sais pas, il y a une forme de douceur quand tu vois, c'est comme quand tu vois les affiches des films de la Suzume Makoto. Oui, ça, c'est tu vois, il y a quelque chose de doux qui se dégage, je trouve dans le c'est pas comme du David Finch. Ouais. C'est pas du Joe Madureira. Voilà, c'est ça, avec du gros ancrage qui tâche et tout ça. Là, c'est quelque chose de plus léger. Donc voilà, c'est juste pour en parler, pour dire ça existe. Vous pouvez vous y intéresser. Moi, j'essaie de vous en reparler quand ça sortira chez Rue de Sèvres. Et enfin, dernière annonce aussi concernant la VF pour un titre qu'on attend ici forcément avec impatience, c'est le 3e tome de Yojimbot de Sylvain Repos qui arrive également en juin, c'est ça, oui, chez Dargo. Donc Yojimbot qu'on suit depuis les débuts. Ce récit dans un monde post-apo qui nous emmène au début dans un ancien parc d'attractions à thématique Japon féodal où il y a des robots samouraïs qui errent puisque l'humanité s'est terrée sous terre parce que la surface n'est plus habitable et un de ces robots va prendre sous son aile un gamin Hiro qui fuit une compagnie le camp avec son père meurt et du coup c'est le robot qui s'occupe de le retrouver et donc c'est une course poursuite dans ce monde désolé avec des rencontres entre d'autres robots samouraïs qui viennent les aider. Un gros twist, un cliffhanger à la fin du tome 2 puisque Hiro était
dans une situation vraiment très délicate, on va dire, d'un point de vue de sa santé personnelle. Hein. Il va crever peut-être. Bon, on espère bien qu'il va pas crever parce qu'il y a 4 tomes, donc a priori on espère qu'il va pas crever. Mais donc ça arrive enfin. Le deuxième tome était sorti en janvier 2022. On avait reçu Sylvain pour le tome 1 et pour le tome 2 en compagnie de son éditeur Thomas Aragon. Je sais pas si on fera forcément un truc pour le tome 3, mais en tout cas on pourra faire sûrement un bilan de cette aventure avec le tome 4 quand ça sortira, sûrement en 2024, puisque a priori c'est un tome par année quand même. Yojimbot qui a reçu un prix, donc qui a reçu le Fauve BD jeunesse, le Fauve des lycéens. C'était le Fauve jeunesse. Lycéen, je crois, non? Je sais plus. Je ne sais pas. Non, il me semble que c'était lycéen, parce qu'on avait blagué dessus à ton anniversaire. Ouais. Sur repos. C'était un Fauve jeunesse et le Fauve lycéen, je crois que c'est Hawkeye de Naïef. Donc c'est pour ça. C'est pas la même année? Non, c'était pas la même année par contre, hein. Mais c'est juste que voilà, il faut pas confondre, il y a différents types d'intérêts. Mais en tout cas, il a été primé au FIBD, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Les jeunes adorent. C'est hyper bien. Si vous connaissez pas, on vous le répète encore, il est présent au Paris Fan Festival sur notre stand. Il y aura les 2 tomes qui seront disponibles, donc n'hésitez pas à le prendre. Voilà, parce qu'en plus, il fait des bêtes de dédicaces. C'est de la frappe. On vous en reparlera de toute façon en juin aussi parce que c'est trop cool. Lisez du Yojimbot. Exact. Voilà. Et si t'en lis pas, je viens chez toi, je t'attache et je te fais des trucs. Ok. D'accord, Corentin? Bah oui. Moi, tu fais déjà ça régulièrement. C'est vrai que je t'attache souvent. C'est vrai que. Voilà, là, je suis attaché, par exemple. Voilà, c'est toujours Il m'a dit, non, on fait le podcast. Une des nombreuses raisons. Attends, je vais rentrer chez moi. Il m'a dit, non, on fait le podcast. Ça, une des nombreuses raisons pourquoi nous ne ferons toujours pas nos podcasts en vidéo sur Twitch, puisque nous serions bannis pour contenu sexuel explicite. Allez, Corentin, on continue du côté de la VO. Ne soupire pas comme ça. Tu aimes ce genre d'humour, je le sais. Tu viens et tu fais ces podcasts avec moi depuis bientôt 10 ans, juste pour ça, pour l'argent. Non, pas pour Mike Mignola, on en parlait un petit peu avant. En loose deep, puisqu'on abordait le cas de Jesse Lonergan avec Trousdale. Mike Mignola qui n'en finit plus d'étendre le Hellboyverse avec 2 nouvelles séries annoncées pour l'été arrivant chez Dark Horse. Un one shot et une série, Arnaud. Tu ne relis pas mes news. Je voulais dire le regard était odieux. Je voulais dire 2 comics et après j'ai dit donc effectivement de toute façon tu m'embêtes. 2 projets, on va dire, pour être sympa avec toi et tes limites intellectuelles manifestes. Waouh. Attendez, je reviens juste, je vais lui faire quelques trucs et puis donc le premier c'est Hellboy and the BPRD 1957 From Below, le 4e numéro de la série Hellboy and the BPRD 1957, titre à rallonge de Mignola, c'est horrible. Donc pour rappel, Hellboy and the BPRD, c'est un concept en fait qui revient sur la première décennie d'aventure de Hellboy à l'époque où il est encore agent officiel du BPRD. Dans les années 50, donc peu de temps après son arrivée sur Terre, il est déjà adulte ou adolescent, on va dire, et suffisamment en forme et bien entraîné pour aller sur le terrain. Donc ça commence en 53, il y avait 3 numéros 53, puis il y a 54, 55, 56, et actuellement 57, donc c'est que des one-shots à chaque fois. Hein. Ça permet à Mignola de creuser un petit peu la partie adolescente de Hellboy et aussi d'explorer des imaginaires qui font plus pulp, qui font plus fiction années 50. En l'occurrence, ça va parler justement de qui a vraiment élevé Hellboy, puisque généralement on dit que c'est le professeur Bruton Hall, mais on le sait puisque c'est canonique, dans Young Hellboy on le voit bien, etc. Mais Hellboy, il a aussi grandi dans une base militaire, celle du BPRD justement, donc du Bureau of Paranormal Research and Defense, au milieu de soldats en fait, parce que c'est la plupart des mecs de cette unité, avant que l'ésotérisme et le mysticisme soient bien ancrés dans les consciences populaires du Hellboyverse, c'était juste des soldats qui étaient mis à l'effort par le gouvernement pour venir prêter assistance à Bruton Hall, mais à tous les professeurs en sciences, en sciences occultes, qui se chargeaient un petit peu d'identifier quelles étaient les menaces. Donc, Hellboy, il a grandi avec des modèles masculins qui étaient, des soldats qui clopaient, qui buvaient, qui étaient camarades, sérieux aussi, bien formés et tout. Et Mignola explique que ça nous permettra de comprendre un petit peu pourquoi Hellboy, en grandissant, justement, pourquoi qu'il ait été entouré de monstres, de visions fantastiques, et qu'on lui expliquait très tôt qu'il venait des enfers, a toujours gardé une personnalité très humaine, très terre à terre, justement, très sérieuse business, à la militaire, et qu'en fait, c'est un petit peu l'occasion pour Mignola de rendre hommage à ces vrais gars du terrain. Donc ça, c'est un petit numéro, c'est cool, c'est pour juillet, et l'autre, c'est plus touffu. C'est Pania the Mummy's Curse. Il va falloir que je me relance dans un cours exégétique sur la saga Hellboy. Mais pour résumer, alors je vais rien comprendre. Non, c'est très simple. C'est vraiment très simple pour le coup. C'est justement, il y a un personnage qui s'appelle Pania en Égypte antique, qui était une contemporaine de Akhenaton, le rappeur. Je voulais faire la blague. Je l'avais déjà faite dans l'article. T'aurais rigolé si tu l'avais lu. De Akhenaton, le rappeur. Akhenaton le pharaon du coup,
Donc on sait peu de choses sur sa jeunesse et sa vie à cette période-là. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte, et elle a été momifiée. Et puis, à l'époque des découvertes archéologiques britanniques, majoritairement du 19e siècle, son corps a été retrouvé dans un tombeau. Et quand les égyptologues ont... Je pense que ce tombeau... Non, vas-y, pardon. Je voulais faire un truc sur ce tombeau sera votre tombeau, mais j'ai désolé. Quand les égyptologues ont découvert son corps, en fait, ils se sont aperçus qu'elle était encore en vie. Elle ouvrait les yeux, elle parlait, voilà. Donc, elle a été un peu sauvegardée par la fraternité Héliopique de Ra, qui est donc une fraternité d'égyptologues, on va dire, et de passionnés de sciences occultes, et d'art ancien, et de culture divinatoire, etc., qui vont plus tard accoucher du Osiris Club et de la fraternité de Moines, qui sont donc les trois sectes un peu cruciales et élémentaires dans le lore de Hellboy, parce que l'Osiris Club déclenche la fin du monde et que la fraternité Héliopique de Ra est un peu la première, d'où partent quasiment tous les mouvements un petit peu occultes en Europe occidentale. Donc eux vont commencer, en fait, à apprendre à Pania l'anglais, à l'intégrer à la société. Et en fait, comme effectivement à ce moment-là, les momies sont à la mode dans les débats de salon et de cours, des petits environnements littéraires où la bourgeoisie vient boire du thé, parler bouquins et écouter les aventures des explorateurs des nouveaux mondes africains, on va dire. Pania va devenir un peu une sensation, une célébrité locale. Et puis ensuite, Moines, la fraternité de Moines va l'enlever pour essayer, parce qu'elle a quand même des pouvoirs, hein, évidemment, c'est une momie. Va l'enlever pour essayer un petit peu de faire des expériences sur elle, et elle va rester captive pendant des décennies et des décennies et des décennies jusqu'au présent, en 2006, quand le BPRD finit par la libérer. Et donc après elle rejoint le BPRD, elle apparaît principalement dans les séries du BPRD, quasiment dans aucun tome de Hellboy. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu moins connue que d'autres figures secondaires, elle est plus proche d'Eb Sapian et de Liz, etc. Et donc jusqu'ici, en fait, on ne savait pas sa jeunesse, on ne savait pas ce qui s'était passé, pourquoi elle avait des pouvoirs, pourquoi elle particulièrement était une momie qui avait ressuscité par rapport aux autres momies, parce qu'au bout d'un moment, les momies normalement c'est censé rester mort, hein. Enfin je crois. Donc là voilà, Mignola, accompagné de, j'ai oublié de dire l'équipe créative pour Hellboy and the BPRD 57, et bon, qui a Chris Robertson au co-scénario, Dave Stewart aux couleurs comme d'habitude, et au dessin je ne sais plus. Bref. Donc là, elle est accompagnée par Robertson et par une équipe créative graphique. Mike Norton. Mike Norton, merci. Et c'est pas Stewart qui fait les couleurs. Et pour Pania, c'est Christopher Mitten. Christopher Mitten, et aux couleurs, c'est qui? Michel Madsen. C'est Christopher Mitten qui a déjà fait pas mal de titres dans le Hellboyverse. Oui, même mais comme Robertson, c'est son co-scénariste en fait, presque. Avec Christopher Golden aussi. Donc voilà. C'est les origines de Pania à l'époque de l'Égypte antique. Enfin ancienne plutôt, et on nous explique en fait que en assistant à la chute de la civilisation prônée par Akhenaton, ou Akhenaton d'ailleurs, je sais pas comment on dit, elle en fait va recevoir elle aussi des pouvoirs de vision comme Miss Truesdale, qui lui permettront d'entrevoir le début des temps et la fin des temps, la fin de l'humanité, donc c'est-à-dire la venue du grand dragon Uthro-Jahad, qui symbolise le Ragnarok, voilà, en 2 mots, par le Osiris Club. Donc voilà, on sait pas exactement ce qu'elle va en faire. Mais c'est intéressant de se dire que Mignola, à côté de Miss Truesdale, qui va revenir à la civilisation d'Hyperborée, en connectant déjà avec ce côté justement l'Angleterre victorienne où était déjà basé en fait Pania, une sorte de grand écart temporel où à la fois on nous parle encore de Hellboy dans les années 50, etc. Et en même temps on va vraiment aller chercher très très loin en arrière. Là c'est vers moins 1400, moins 1300. Et à côté, Hyperborée c'est vers moins 500, moins 600, moins 700. Pour en fait faire une sorte de vraie grande fresque historique, presque archéologique, et poser des canons temporels qu'on n'avait pas jusqu'ici dans la saga de Hellboy, puisque évidemment Hellboy ça commence plutôt avec le début de la montée du fascisme, l'arrivée de Rasputin à Berlin, et ensuite la découverte de Hellboy et tout ce qui s'ensuit. C'est surtout des vieilles légendes et des folklores européens que Mignola a un peu glané à droite et à gauche. Là, t'as l'impression qu'il fait vraiment une sorte de grand canal. Enfin, évidemment, après, il y a le mythe arturien et tout. C'est qu'il a fait, loin, mais... en fait, ce qu'il a fait le début, il a fait la fin, puis maintenant, en fait, il peut s'occuper de remplir tous les entre-deux, et même pour tous les personnages secondaires, et pour, disons qu'en fait, il a fait vraiment les fondations, enfin, la bâtisse principale, et puis là, il peut rajouter une véranda d'un côté, un petit balcon de l'autre, un petit patio, machin, quoi. Un kiosque dans le jardin aussi. C'est ça. Pour pouvoir lire quand il pleut. Ça, c'est quand même pas mal, en vrai. Une gloriette. C'est bien une gloriette aussi. Donc, très cool. Merci à Monsieur Mignola pour les conseils d'aménagement. Et, voilà, il va arriver. Mignola, de toute façon. Il va arriver dans Déco, bientôt.
Encore une fois, c'est comme on avait dit architecte pour Hickman, Ouais. la Valérie Damido des comics. Donc voilà, bah lui ce serait plutôt le Stéphane Plaza des comics. Ouais. Est-ce qu'il y a un mec qui fait classe, qui fait des émissions de déco en fait J'en sais rien. Déjà, ce Plaza, il fait pas des décos, il fait de il y a du de la déco. mobilier. Dans la maison à vendre, il y a de la déco. Le homestaging, frère. Je sais pas, je regarde pas, donc. Sophie Verjani, enfin, je veux dire, incroyable quand même. T'as pas regardé les doubles vasques et tout? Non, mais j'ai pas le temps de T'as regarder. pas un ces daron trucs. qui est fan de tout ce qui est déco qui t'imposait toutes ces émissions affreuses? Nope. La Maison France 5, il est horrible, mec. La Maison Moi, France j'ai eu un daron Et anti-télé, voilà. donc. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. On continue? Oui. On continue. Tu le vois penaude. On continue? Ah oui, bah surtout c'est un autre auteur, un autre marotte habituel de First Print, un auteur dont on aime bien parler, c'est Garth Ennis qui retrouve Jason Burrows chez Eiwa pour un titre qui s'appelle The Ribbon Queen, donc la reine des rubans, donc une personnalité mystérieuse qui emballe des paquets cadeaux. Ouais, c'est la meuf du roi des ribots. Blague de geek. Donc, alors on en avait déjà parlé parce que le projet avait été discrètement annoncé. Vraiment, est-ce que sur Force Print on en avait parlé? Je suis pas sûr. Le projet avait été discrètement annoncé dans les sollicitations de Eiwa pour cette année. Et là, il a été confirmé en détail avec communiqué de presse, déclaration des auteurs et première planche. Donc, The Ribbon Queen, c'est donc encore une fois un nouveau projet, une nouvelle création originale de Garth Ennis qui est toujours sur tous les fronts et à tous les endroits. Qui me fait penser à Walk Through Hell, dans le sens où c'est à la croisée d'un polar social enfin politique, et d'une histoire d'horreur. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une détective de la police américaine de New York, alors ça se passe pendant les émeutes de Black Lives Matter, qui en fait va mener une enquête sur différents ripoux de la police de New York. Donc, des policiers qui sont corrompus, qui magouillent dans les trucs louches, qui a priori auraient même tué quelqu'un. Et en fait, donc Sun, l'héroïne, va Amy Sun, à mesure qu'en fait elle enquête sur les différents policiers qu'elle estime être corrompus, à chaque fois qu'elle se rapproche un peu d'eux, qu'elle commence à accumuler des preuves, les policiers en question sont systématiquement retrouvés morts et déchirés, enfin leur corps déchirés comme des rubans. Voilà, d'où le nom de la Ribbon Queen. Alors c'est pas anodin évidemment, on sait pas exactement quel est le lien entre l'héroïne et la Ribbon Queen, mais la Ribbon Queen elle-même est une créature ancestrale qui a disparu depuis 10 000 ans. Et qui était chargé, ou en tout cas mandaté pour débarrasser le monde des hommes dangereux, des hommes qui posent un problème à la société. Alors le choix du paysage social de ce moment-là, justement, est pas anodin, puisqu'effectivement, c'est des flics qui vont se faire tuer, c'est des flics corrompus qui vont se faire tuer. A priori, on ne sait pas quel crime ils ont commis, mais on imagine que c'est un truc qui serait peut-être lié à une sorte d'équivalence locale de la mort de George Floyd, probablement, ou peut-être qu'ils ont couvert un crime raciste, quelque chose comme ça. Donc c'est Garth Ennis qui, comme il l'avait déjà fait avec Walk Through Hell, qui a interrogé beaucoup le présent politique américain et les choix électoraux des Américains à l'aune de l'élection de Donald Trump, Ennis va encore une fois aller dans le social, et c'est pas tout à fait surprenant dans la mesure où ça commence peu à peu à s'immiscer en fait dans sa bibliographie. Il y a toujours eu du social, il y a toujours du politique chez Garth Ennis. Mais jusqu'ici, par exemple, dans Preacher, le politique, c'était juste de l'absurde. Le politique dans The Boys, grosso modo, c'est Eisenhower est meilleur que Bush, tu vois, c'est vraiment juste ça. Enfin, genre, les méchants de vote veulent faire lire un mec qui a un vrai problème mental, un grave problème mental à la présidence pour le manipuler. Et le président qui est en poste actuellement, c'est le bon militaire qui claque des gueules et tout, qui est bien américain, bien facho à l'ancienne. Mais il a donné une interview, Ennis, en pré-show du PFF à Jérôme, tu sais, de BFM, Jérôme Lachasse, où il dit que c'est la violence de la société, en fait, qui lui inspire aussi la violence de ses histoires. Et c'est peut-être, dans ce cas-là, en fait, tu suis aussi une certaine logique dans le fait que il n'arrive plus non plus à ne pas complètement absorber. En fait, c'est le fait que, effectivement, notre société, bon, elle a toujours été, mais est toujours très violente. Bien sûr. Et que ça se retrouve, en fait, dans ces histoires. Et même s'il a jamais voulu prendre parti, puisque quand vous lisez, par exemple, Butcher Baker, Candlestick Maker, ou même The Boys d'Irbeki, il y a toujours un côté, moi j'aime pas la droite, mais j'aime pas non plus la gauche, j'aime pas les prêchi-prêchas et j'aime pas les autoritaristes. Donc j'ai toujours une sorte de côté, moi j'aime personne et j'ai raison parce que je suis un râleur. Que mine de rien, dans Dirbeki, tu vois, il prenait position favorablement pour les droits transgenres. C'est quand même assez étonnant connaissant Garth Ennis, qui est un mec qui a toujours fait des blagues un peu, tu vois, un peu homophobes, hein, on peut le dire, par-ci par-là. Aujourd'hui, pareil, là dans Punisher Soviet, où il parlait des milliardaires qui se payent des femmes trophées, avec une nana qui faisait vraiment, même physiquement, hein, le dessin de Burroughs, très Ivanka Trump. Tu vois, et il y avait vraiment en fait toujours cette espèce de, enfin depuis quelques années, cette petite couche
qui se rajoutaient, de propos sociaux et tout. Et donc moi, qui ai adoré Walk Through Hell, que je trouve que c'est vraiment une de ces histoires les plus complètes, étonnamment les plus sérieuses aussi, qui mélange très bien justement le polar et l'horreur. Là, ça ressemble vraiment à une suite directe. En plus du fait que Garth Ennis travaille avec des mecs qui ont souvent un style un peu commun, on peut quand même reconnaître une ressemblance entre Goran Sudzuka et Jason Burrows, hein. Enfin, surtout le Jason Burrows moderne, mais même l'ancien Jason Burrows ressemblait beaucoup à Steve Dillon, tu vois, parce que il avait à une époque ce côté, je prends des artistes qui font un peu cartoony, à part Goran Parlov, pour faire des histoires cartoony, et quand je vais faire du sérieux comme Fury Max ou Punisher Platoon, je prends Goran Parlov qui fait plus réaliste et tout. Donc là, voilà, ça cadre carrément. Moi, j'aime beaucoup le style moderne de Burroughs. En plus, je trouve que c'est vraiment amélioré avec le temps. J'y croyais pas du tout. Au début, je détestais son coup de crayon. Et aujourd'hui, je trouve ça super. Donc, Ennis, honnêtement, à mesure que le temps passe, que on a appris ce qu'a commis Warren Ellis, à mesure que Morrison a pris ses distances très sérieusement avec l'industrie des comics, à mesure que Moore a décidé de raccrocher, dans cette espèce de première vague d'auteurs britanniques, d'auteurs et d'autrices, du coup, britanniques qui ont fait les débuts de Vertigo, Milligan étant plus éparpillé sur la qualité, finalement Ennis peut-être un petit peu aujourd'hui l'un des plus grands scénaristes en activité dans l'industrie des comics, un des plus grands auteurs en tout cas du marché Royaume-Uni, même s'il est techniquement américain aujourd'hui. Donc voilà, enfin c'est impressionnant de voir à quel point il mitraille de la série, que c'est toujours bien, il y a toujours une petite idée en plus, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi ballsy quand il faut. Donc mortel, trop bien, et vivement aussi le Punisher Get Fury qui arrive bientôt. Yes. Je crois aussi d'ailleurs sera fait par Jason Burrows. On continue, Corentin, on va finir ce tour des comics avec deux petites news du côté du mainstream, parce que là on était quand même quasiment que sur de l'indépendant, je crois bien. Oui, c'est ça complètement, on était complètement que dans de l'indé. Mais les super-héros, ça existe aussi, faut le savoir. Ça paraît même que ça représente 2/3 des publications dans le marché du single issues. Donc, faudrait pas non plus oublier qu'ils existent, même si c'est sûr que on préfère le creator owned par là. Techniquement, Hellboy, ça peut qualifier super-héros. Ou tu vas faire des... Les codes de la publication Hellboy, c'est quand même un univers partagé, avec des personnages à pouvoir. Oui, mais c'est pas des super-héros. Des super-vilains. Rasputin est un super-héros. Mais ça appartient à son créateur. Donc, ouais, c'est vrai. C'est dur ce que tu dis quand même. Mais après ça me rappelle qu'il faut que je mette en ligne un podcast d'une conférence débat qu'on a fait sur les comics indés avec François Hercouet de Urban, où dès le début on se prend la tête sur la notion de comics indés, et ça rejoint un peu ce que t'es en train de dire là. Donc je le mettrai en ligne après le méga Super Friends sur Frontier. Nice House, ça appartient bien à James Tynion. Nice House on the Left. Je suis pas certain, ça, par contre. Ah bon non, c'est chez DC, donc justement c'est pas de l'indé. Tu vois, selon sa définition à lui, du coup, puisque ça n'appartient pas au créateur, alors que pourtant c'est quand même. Enfin bref. Je vous dis. Voilà, c'est juste pour vous dire que ce podcast il existe. J'ai mis beaucoup trop de temps à le monter, mais ça, il est prêt. J'attends juste le bon moment pour le mettre en ligne avec tous les autres podcasts qu'on veut faire. Donc, du côté de Marvel, il y a des nouvelles séries X-Men qui arrivent avec Fall of X, notamment donc du Dark X-Men par Steve Fox. Badass. Et Jonas Scharf qui dessine plutôt bien. Oui. Ça, c'est plutôt cool. Avengers of the Wasteland. Yes. Il y a Astonishing Iceman qui est écrit par Steve Orlando. Donc, que l'on voit, badass. De plus en plus régulièrement chez Marvel, et Vincenzo Caratu, au dessin. Donc ça, c'est un artiste qui a été pris assez récemment à la Maison des Idées. Il a notamment fait du one shot, enfin, du titre Mary Jane and Black Cat. Et aussi, peut-être le plus, pas forcément le plus ambitieux, mais c'est Realm of X, donc de l'autrice norvégienne Torunn Grønbekk et par l'artiste brésilien Diogenes Neves. Bien lui. Ouais, mais on le voyait plus trop ces derniers temps, donc c'est cool de le revoir. Et Torunn qui quand même aussi trace vraiment sa route chez Marvel beaucoup sur les titres avec une inspiration mythologique nordique, puisque c'est un peu la fille cachée de Jason Aaron. Hein. C'est pas sa fille cachée, je dirais que c'est sa pupille, en tout cas un peu comme James Tynion était pour Scott Snyder au départ, parce que c'est vraiment effectivement il l'a trouvé. Je pense que c'est lui qui l'a trouvé, en tout cas où Marvel l'a mis en contact avec lui pour justement faire le destin de Jane Foster en Valkyrie, alors qu'elle arrivait déjà un petit peu sur la fin de son run de Thor à ce moment-là. Puis elle a fait d'autres Punisher titres. War Journal en parallèle du Punisher de Aaron. Voilà. Non, mais exactement. Et que elle a fait aussi, elle a repris Thor après le départ précipité de Donny Cates. Donc, elle a clairement quelque chose avec ce côté. Les épées. Voilà, les grosses épées. Et donc, dans Realm of X, notamment, on va voir, c'est Magic
et Danny Moonstar des New Mutants qui iront explorer le Vanaheim, donc l'un des 9 royaumes dans la mythologie nordique adaptée à l'univers Marvel, en compagnie d'autres personnages comme Marrow, Dustcurse, mais aussi Typhoid Mary qui apparemment est sortie de son mariage avec Wilson Fisk. On verra comment ça se fait. Bah on sait pas, ouais, parce que les couvertures de Voici chez Marvel, ouais, c'est ça. Kingpin n'est plus avec Typhoid Mary. Ouais, c'est ça. Et donc on verra ce que ça donne, et donc c'est tout un tas de titres qui arrivent pour la période Fall of X, dont on ne sait toujours pas vraiment si elle doit marquer la fin de l'ère Krakoa ou pas, même si quand même le titre est assez indicateur. Il y a Paris Kebab là-dessus, non? Il y a un Paris Kebab, ouais. Astonishing X-Men, moi j'admets que très honnêtement je comprends pas exactement. Alors, je ne suis pas Bobby Drake, c'est un fan favorite. Steve Orlando, ça fait longtemps qu'il fait plus grand chose de bien. Oh, t'es dur. Son truc de super-héros en indé, c'était pas trop mal, tu sais, avec les. Non, mais chez Marvel. Ou chez DC d'ailleurs. Oui. Bah, c'était Supergirl, non, son truc que je. Ouais, alors sa Supergirl, c'était plutôt joli, mais c'est vrai que c'était pas. Ça dépendait vraiment des arcs. Je trouve qu'il y avait quand même une période qui était plutôt cool quand elle partait dans l'espace avec Crypto, qu'il y avait ce petit. Parce qu'il y avait un chien, c'est tout. Bah oui, mais. Tu ne trompes personne. Alors c'est pas juste un chien, c'est Crypto. Personne. Respecte Crypto. C'est un Labrador ou un Golden Retriever à ton avis? C'est un Labrador. C'est un Labrador. Donc oui, voilà, Steve Orlando, j'avoue, ça me parle pas de fou. En fait, non, voilà, c'est vraiment Realm of X qu'il faut noter. D'ailleurs, je remarque que tu as honteusement sapé du programme le fait que Toron Grunbeck allait aussi faire le reboot de Red Sonja. Oui, pardon. C'est quand même vachement plus important que Marvel. Pas du tout. Et oui, donc Toron Grunbeck qui monte, ça c'est un truc à noter. Realm of X, pourquoi pas, effectivement, c'est intéressant de. Mais on voit qu'ils aiment bien ce genre de métissage, justement, comme le Punisher de Juan Ferreira, écrit par Cullen Bunn, je crois, où ils allaient pareil mélanger le Punisher avec les mythes nordiques pour dire on peut aller tabasser nous aussi des géants des glaces et tout. Moi c'est plutôt le placement, parce qu'il y a eu beaucoup de séries qui ont été annoncées, effectivement. On n'a pas toutes les équipes créatives, donc on n'a pas fait toute la liste, mais il va y avoir aussi du Uncanny Spider-Man, enfin ce genre de choses. C'est assez étonnant la vague de projets qui est annoncée pour un truc qui est censé être à l'agonie, voire mourir, parce que là le visuel de Brian Hitch, où on voit Xavier perché sur un champ de cadavres, très honnêtement, moi ça me surprend un petit peu qu'on mette une telle emphase éditoriale sur un truc qui est censé justement marquer un déclin progressif puis une annulation. Ça pose même la question de si jamais il n'y a plus Krakoa, qu'est-ce qui va se passer après pour les X-Men. Je pense pas que Marvel aurait, parce que mettons qu'ils partent dans les 9 royaumes, je pense pas que Marvel aurait confié ça à Toron Grunbeck. Ça reste une scénariste débutante. Donc, à mon avis, c'est pas ça la porte de sortie. Pareil pour les colonies martiennes, Araco, etc. Enfin, ça a pas vocation à durer. Mais jamais de la vie, tous les X-Men partiront sur Mars. Enfin, c'est pas possible au niveau des liens entre les personnages et tout. À côté de ça, on a les Uncanny Avengers qui reviennent. Enfin, tu vois, c'est le bordel, j'ai l'impression. Alors, ça veut pas dire que les séries sont mauvaises, mais il est trop tôt pour dresser une sorte de perspective réelle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que les séries vont être bien? Moi, je pense que Realm of X a des chances d'être bien. Les numéros de War Journal Punisher étaient cool. La Valkyrie, j'avoue, j'étais pas ultra convaincu, mais voilà, elle prend ses marques petit à petit. Donc, à voir. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment, Arnaud. Très bien, ouais, voilà. Ce sera à suivre au courant de l'été. Et l'autre annonce dans le mainstream, c'est Mark Waid qui fait un doublé chez DC Comics, et d'ailleurs qui continue cette carrière, enfin depuis que c'est vraiment ouf, hein, il a suffi que Danny Dio s'en aille et paf, le mec. J'ai plein d'idées. Ouais, j'ai réfléchi depuis 10 ans. Bah c'est ça, c'est que le gars il avait noté tous ces trucs de côté, avec enfin l'annonce de son projet avec Brian Hitch sur Superman qu'on avait déjà identifié. Il y avait déjà des visuels qui avaient été partagés. Ça fait 2 ans même. Ouais, mais on ne savait pas ce que c'était, mais du coup c'est un titre en Black Label qui s'appelle The Fall of Lex Luthor. The Last Days of Lex Luthor, merci. Et on aura également du World's Finest Teen Titans. Oui, alors World's Finest Teen Titans qui reprend la nomenclature de World's Finest, et honte à moi, j'ai été leurré par ce titre-là, mais en fait qui est pas vraiment un spin-off du World's Finest Superman Batman. À ceci près que la série Superman / Batman World's Finest était censée interroger un pan temporel qui n'était pas forcément connecté à l'actualité du moment, et là c'est pareil, puisqu'en fait le World's Finest Teen Titans c'est un peu le Year 1 de l'équipe des Teen Titans, ou le Year 2. L'équipe vient de se former, on est encore à l'époque de Dick Grayson, on est encore à l'époque de Arsenal, on est encore à l'époque de Bumblebee, un peu les membres fondateurs, et enfin une version plutôt même des membres fondateurs, parce que c'est pas exactement les membres fondateurs, qui donc va en fait simplement mener des petites aventures, quoi. Ils sont jeunes, c'est les acolytes de la Justice League, ils ont un côté un petit peu foufou, un petit peu
pas tout à fait mature et sérieux. C'est intéressant que la série tombe justement au moment où, en fait, à l'inverse, les Titans deviennent la nouvelle Justice League et deviennent aussi un enjeu important pour DC, puisque Generation 5, le projet de Didio, qui a été ensuite reconverti pour faire l'année qu'on vient de vivre récemment, qui s'annule parce que Justice League va revenir, etc. Mais là, Tom Taylor qui prend le contrôle des Titans pour en faire vraiment une équipe de héros adultes qui ont pour mission de remplacer leurs parents. Et à côté de ça, on a Mark Waid qui se dit non, moi je vais plutôt revenir à l'origine. C'est intéressant justement dans l'équilibre des puissances. Donc à voir. Ça, c'est dessiné par Emalu Pacino. Donc Arnaud est content. Oui. Et à côté, l'autre projet, donc effectivement, The Last Days of Lex Luthor, qui fait plus Black Label, indépendant, rien à voir avec la continuité du moment, série d'auteurs phares où on peut faire crever des personnages si on veut. Donc en l'occurrence, évidemment, le titre est assez explicite, c'est Lex Luthor qui contracte une maladie inexplicable, inexpliquée et incurable. Et comme il ne trouve pas avec son gros cerveau les solutions pour se soigner, il va se tourner vers la seule personne qui pourrait potentiellement l'aider, qui est Superman. Superman qui pourrait lui dire t'es bien gentil Coco, mais tu passes ta vie à essayer de me tuer et à me voler ma copine, donc on va plutôt dire que je vais te laisser crever. Mais c'est Superman, donc il peut pas en fait accepter, et il va en fait se dévouer corps et âme à Lex Luthor en partant à l'autre bout du cosmos, sur toutes les planètes possibles. Il va demander s'il y a un remède, il va essayer les dimensions parallèles, il va essayer le voyage dans le temps, il va tout essayer. Et la question est, est-ce qu'il va réussir à sauver Luthor ou pas, et est-ce qu'il y a même un intérêt à sauver Luthor? Donc voilà, ça fait penser un petit peu à All Star Superman dans la forme, puisque All Star Superman racontait les derniers jours de Superman au sens propre. Et en même temps, Mark Waid dit que ce sera plutôt une suite à Birthright. Enfin, une suite, une sorte de prolongement de la relation entre Luthor et Kent dans Birthright. Donc relisez Birthright de Mark Waid si c'est pas fait. Dans Birthright, Superman est végétarien. C'est super cool de le savoir. Donc voilà, ça reste quand même des projets assez ambitieux. Moi, j'avoue, Brian Hitch sur Superman, voilà, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour du sujet. Mais voilà, ça fait longtemps qu'ils voulaient le faire tous les deux. Hitch s'est vraiment donné le temps de le faire à fond. Et je pense que la raison pour laquelle c'est annoncé que maintenant, pour de vrai, c'est que Hitch est très très lent. Avait d'autres choses à faire en parallèle. Oui, puis il dessine d'autres trucs. Voilà, aussi, le retour de Ultimate, il fait des visuels magnifiques pour Fall of X. Donc écoute, je demande à voir. Moi, la frénésie Mark Waid qui revient chez DC, je trouve ça cool. Parce que ça reste un des grands auteurs aussi modernes. Et le pitch là est plutôt intéressant. Ouais, clairement, je suis assez... Un petit côté un peu sauver ton pire ennemi, parce que t'es juste un mec qui croit profondément en la vie. C'est beau. Ouais. Et au fait d'aider son prochain, quoi. Tout simplement, de pas laisser les gens mourir. Donc, non, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est vrai que tout le monde note que Hitch, c'est quand même quelqu'un qui est en dents de scie depuis pas mal de temps maintenant, et notamment chez DC, beaucoup ont en triste mémoire son passage sur Justice League à période Rebirth, qui était quand même assez abominable. Mais on espère que que la force du script de Waid pourra compenser les éventuelles faiblesses de Hitch, qui, par contre, alors j'ai plus d'exemples en tête récents, mais je sais que j'avais lu certains numéros, je me dis bon là en fait ça va, c'est pas trop mal. Donc en fait c'est peut-être une question aussi d'application ou de temps qu'il donne. Et là, vu qu'il a pris clairement le temps pour développer ce projet, vu que c'est du Black Label, j'ose imaginer que peut-être ce sera joli. C'est pas Hitch qui était sur Venom avec les numéros de Wing? Oui. Au début, ouais. Pas beau, non, c'était pas beau, non, clairement. Mais après, c'est du mensuel, donc je pense que là, il y a les deadlines. Oui, c'est ça. Là, s'il s'est donné 2 ans pour faire 3 numéros de 50 pages. De 48 pages, 48 pages. Ouais. Voilà, a priori, ce sera le grand Hitch, surtout que si c'est un projet qu'ils remettent sur la table depuis des années, et puis ça fait, c'est bien qu'ils remettent ils mettent quand même un peu du Superman, là. T'avais le t'as le Superman Lost, zut. Je sais pas quoi. Christopher Priest. Ouais. The Lost Years, là, enfin, Superman Lost de Christopher Priest. T'as le Superman de Michael Red et Mark Russell. Donc il y a pas mal de... Et puis il y avait le truc Superman Lobo, non? De l'équipe créative de... aide-moi. Je m'aide pas du tout. Bah non, je t'aide pas. C'est pas Mirka Andolfo? Non, c'était pas ça. Bref. Ah, ce truc, mais c'est sorti? Oui. Je l'ai vu en trade, je ne sais plus où, mais je l'ai vu en trade. Oui, je m'en rappelle, oui. Le Comics Initiative, Q, science-fiction, le nom, ça s'appelle? Une préface qui est décrite par un certain rédacteur. Money Shot. Une personne qui travaille sur Money Shot a travaillé sur le truc Superman Lobo. Et mais tu m'as contaminé avec le trou de mémoire à la con, là. Bon, bref, on s'en fout. T'as vu ça? Voilà, il y a du Superman Black Label et c'est bien, super, parce que Superman, il est bleu
et rouge, et c'est les deux couleurs de l'espoir avec le blanc. Parce que c'est la France, les amis. Donc, je sais pas comment meubler Arnaud. Ah oui, effectivement, Superman versus Lobo de Tim Seeley, Sarah Beatty. Voilà, Tim Seeley, Sarah Beatty, c'est ça. Et Mirka Andolfo. Voilà, donc les deux auteurs de Money Shot, je ne suis pas fou. Non, effectivement, mais ça, en même temps, ouais, je t'avoue que c'est un peu passé sous le radar, quoi, clairement. Ouais, complètement, ouais. J'étais surpris de le voir entrer. Ouais, je pense à la librairie, qui est sur, vers les Tuileries, les librairies anglophones. Donc je pense que c'est que dispo. Ah oui, elle est chouette celle-là. Ouais, cool, ouais. Très bien, allez, on continue, on a fini avec les comics, donc on va passer aux écrans. Et avec les écrans, on parle de DC un petit peu de nouveau avec le casting vocal de la série animée Creature Commandos qui s'est dévoilé officiellement. Donc on a eu la confirmation que Frank Grillo sera dedans pour jouer, pour doubler en tout cas Rick Flag Sr., sachant que l'ensemble du casting en fait est promis à avoir des apparitions possiblement en live action également. C'est pas seulement de l'animation. Dans le tas, on retrouve des habitués du crew de Sean Gunn, j'ai envie de dire, parce que Sean Gunn, son frère, sera donc là pour doubler Weasel comme il l'avait fait dans The Suicide Squad, mais aussi pour doubler Jerry Robot. Donc en fait, il va juste faire des bruits bizarres avec sa bouche qui seront modifiés. Comme d'hab. Ouais, exactement, qui seront modifiés par ordinateur. Steve Agee qui reprend aussi son rôle de John Economos. Mais ça, par contre, comment ça fonctionne? Parce que si c'est Rick Flag Senior, enfin, mécaniquement, ça peut pas être... Enfin, remarque, on n'a pas dit qu'il était mort, le Rick Flag Senior dans l'univers DC actuel. Bah non, on n'en sait rien. Ouais. Mais bref, du coup, ouais, mais techniquement, c'est le papa de Joel Kinnaman. Ouais. Techniquement. Mais on verra. Grillo, Joel Kinnaman, la ressemblance, c'est pas tout à fait, mais il ressemble plus, en fait, à Rick Flag, entre guillemets, au vrai Rick Flag, tu vois. Ouais, bien sûr, mais on verra bien David Harbour, donc forcément, qui passe de Marvel à DC, parce que c'est le Red Guardian qui sera Eric Frankenstein. Mais là, pareil, tu vois, je le vois très bien donner sa voix à Frankenstein. Je le vois beaucoup moins en live action, en fait. Même le personnage même de Frankenstein, en fait. Mais bon. Non, le physique de David Harbour, il a déjà été transformé tellement souvent. Ouais, mais tu le verrais pas plutôt en être tout en CG, du coup, comme Weasel? Peut-être. Frankenstein, non, parce qu'il faut quand même un côté un peu pratique. On verra bien. Attends, c'est encore un peu. Oui, c'est vrai. Je trouve la série va se vautrer. Ils diront, on ne peut plus jamais les revoir. Ouais. Maria Bakalova qui donne sa voix à Cosmo dans Guardians of the Galaxy Volume 3. La fille de Borat. Donc, qui fera la princesse Iliana Rostovich. Et on aura également Indira Varma qui a le rôle de The Bride, donc la fiancée de Frankenstein. Et Zoé Chao qui fera Nina Mazurski et Alan Tudyk, le célèbre, qui Alan Tudyk. Toutes les adaptations de comics avec Patton Oswalt. C'est ça. Les deux, ils sont toujours là. Il fait notamment la voix du Joker dans la série d'animé Harley Quinn. Resident Alien, Il était l'incroyable cousin de Bruce Wayne dans la série Powerless. Ouais. Mais dans les productions animées d'essai, il a fait des tonnes de voix. Ouais. C'est vraiment un vrai putain de geek, ce mec. Mais il est trop bien, il est trop marrant. Et donc, lui, il fera le Dr. Phosphorus pour Creature Commandos. Donc, joli casting, série en production. Le mec de la série Geoff Jones. Je me demandais qu'il avait tiqué à la blague dans le podcast, ça m'a fait rire. Ouais, non, il lui ressemble pas du tout. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Donc ouais, enfin, gros casting, et ça confirme d'ailleurs quelque part que la série sera vraiment, en fait, une prod gun à fond. Au point d'ailleurs qu'en fait c'est même une dérivation de la Suicide Squad, mais en animation et avec des Strom à la place des super vilains, quoi. Puisque voilà, c'est Rick Flag qui va mener avec John Economos des missions commando avec des personnages qu'on peut aussi quand même légitimement qualifier de vilains, parce que les monstres a priori sont plutôt dans le camp des méchants, ou pas, sauf dans The Witcher. Donc ouais, non, c'est chouette, beau casting. Frank Grillo, donc on avait vu dans The Winter Soldier, effectivement, qui est un acteur très très grand fan d'arts martiaux, qui pratique lui-même la Muay Thai, et qui a fait une super série sur Netflix où il va interviewer des différents praticiens d'arts martiaux à travers le monde. J'aime beaucoup ce mec. David Harbour, il a une belle voix, c'est cool de la voir. Maria Balakova, du coup c'est pareil, ça, comme Economos, ça confirme juste que Gunn place toujours ses potes. Ouais, je suis étonné qu'il n'y ait pas Michael Rooker encore. Parce que Michael Rooker est toujours là aussi. En face sur le encore. Voilà, c'est ça. T'inquiète pas, il va finir par débarquer quelque part. Donc ouais, beau casting pour la première série DC officielle, enfin DC Studios officielle, qui effectivement est traité par Gunn comme l'un de ses projets, rien qu'à lui, même si parce qu'il écrit et tout ça, donc. Bien sûr. Non, ça va être cool. Je suis chaud. Ouais. Je suis très très chaud. De toute façon, je suis chaud pour l'ensemble du DCU pour l'instant, forcément, parce qu'on n'a encore rien vu, donc l'espoir est permis. Et on va en reparler. Il y a une annonce qui est chaude aussi. Ouais, c'est clair, de ouf. De grande qualité. Yes. Justement, on parle de Superman avant.
la série animée My Adventures with Superman passe de Cartoon Network / entre parenthèses HBO ferme la parenthèse Max, puisque maintenant ça faut juste dire Max, puisque la marque HBO n'était pas du tout un gage de qualité visiblement pour Warner. C'est un petit peu bizarre, mais ok. En même temps, ils font pas beaucoup de bons trucs. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. HBO non, que Dragon, Succession, Game of Thrones c'est nul, Succession c'est naze, Oz, The Wire, qui s'en souvient encore, personne, je veux dire, personne. à part si il y a Yerim, mais bon, c'est un vieux con. ouais, clairement. Voilà, bref, bon, c'est de la merde. Ouais. Ils ont raison, Max c'est bien. Max c'est bien. En plus, il est libre. Oui. Il a même Ils disent qu'ils l'ont vu voler, quoi, clairement. Donc c'est incroyable. Vraiment. Et dites-vous, il y a que ce genre, il y a que en France, qu'on pourra faire ce genre de blague. Les ricains, ils la comprendraient pas et tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Elle passe sur Adult Swim maintenant. Pourtant, c'est une série qui a l'air plutôt jeunesse quand même dans son premier aperçu vidéo, mais qui a l'air plutôt sympathique. Donc c'est les jeunes années de Clark Kent avec Lois Lane et Jimmy Olsen, où il essaye tant bien que mal d'être un journaliste débutant au Daily Planet, tandis qu'il doit aussi être Superman et découvrir la vie à Metropolis. Ça a l'air plutôt léger en tout cas, mais ça a l'air feel good mais vraiment à l'ancienne, vraiment. J'ai ce sentiment-là un petit peu. Moi aussi, j'aurais peut-être une réserve à émettre sur l'animation, parce que ça fait quand même très animation suspendue. Des quelques images qu'on voit, évidemment. Un peu comme la série animée Invincible, sur lequel j'ai beaucoup de choses positives à dire, mais quand même, il y a pas mal de techniques d'économie qui sont mises en place pour essayer, parce qu'on sait que l'animation coûte cher et que les studios veulent de moins en moins investir dedans. Donc ça, c'est un peu triste, mais en même temps, effectivement, on regardera plutôt pour les scénarios, pour l'ambiance, pour les dialogues, pour ce sentiment justement de retrouver un Superman plus lumineux. C'est quand même, on sort de 10 ans un peu moins lumineux. Donc il est peut-être temps effectivement d'en mettre la barre de ce côté-là, et ça risque de cadrer effectivement avec les directions qui sont données. Enfin, remarque, c'est vrai que je dis ça, mais il y a quand même la série Superman et Lois qui était plus optimiste de loin que les productions Zack Snyder. Qui est? Elle existe toujours. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit qui était. Ouais, après, elle sera annulée bientôt. Mais après, apparemment, la 3e saison, là, ça fait chialer des larmes de ouf, quoi. Donc, ouais. Ok. Bon, nous rattraperons. Donc ouais, non, c'est cool. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est qu'une minute de vidéo et en plus on voit pas grand chose sinon la rencontre de Lois et Clark, quoi. Enfin, Lois, Jimmy et Clark, mais ouais, non, ça a l'air bien. Non, en tout cas, c'est cool de voir que aussi ça n'a pas été sabordé comme Cape Crusader qui finira sur Prime Video. Elle se trouve une nouvelle maison, donc au moins ça verra le jour. Si je puis dire un truc, je pense que Cape Crusader va être très au-dessus au niveau qualité que My Adventures with Superman. Ah ben moi je pense que j'ai deux presque au niveau de l'animation, parce que le budget de Prime Video va être beaucoup plus élevé. Et on a affaire à des gens qui savent faire bouger des personnages. Oui, après Prime Video, c'est Indicible. Hein. Oui, non, mais c'est pas pareil. Mais non, ça n'a rien à voir. Là, ils l'ont racheté. Donc, ça veut dire qu'ils comptent mettre les moyens, tu vois. Bah, pas forcément. Si. Tu vois, on parie? On parie un petit pari kebab. Un petit pari kebab. Allez. Ce sera mieux animé qu'Invincible, c'est ça ce que tu dis? Ah bah oui, pour moi. Est-ce que ce sera du niveau de Studio Mappa? Studio Mappa? C'est pas Mappa? Ceux qui font l'attaque des Titans, là. Ah, je sais, je regarde pas l'animé. Je connais rien à Shingeki no Kyojin. D'accord, ouais. Bah, c'est un des meilleurs studios d'animation. C'était sympa. C'est un des meilleurs studios d'animation. Après, on dira jamais topper les Japonais. Hein. Mais pourquoi pas? Mais c'est une industrie qui est tellement puissante. Tu sais qu'il y avait quand même une grande compositrice qui disait à un moment, viser la lune, ça ne me fait pas peur. C'était pas une grande compositrice. Je sais pas si je dirais ça. Mais effectivement. Tu vois que c'est devenu un proverbe très français. C'est beaucoup de chansons nulles, c'est les blagues aujourd'hui quand même. Ouais, j'avoue. Donc oui, non, mais après l'animation japonaise, tu vois, en plus c'est même pas que Shingeki no Kyojin. Je veux dire, les scènes d'action de One Punch Man dans la saison 1 étaient folles aussi. Promare, c'était. Ah ouais, bah alors si c'est du niveau de Promare. Voilà, ça, il faut quand même rappeler qu'en Batman Ninja, on a ça, c'est bien, ça bouge, c'est joli, c'est esthétique. C'est cool. C'est des modèles 3D. Promare, voilà, c'est encore un truc au niveau action et débilité, générosité visuelle. Ouais. qu'on n'a pas en Occident. C'est les cadrages. Enfin, on a Spider-Verse, ça c'est très bien. Ouais, on va en reparler après. Mais on n'a pas encore de film d'animation en 2 dimensions avec cette qualité-là. Quoi. C'est clair. Allez, et une petite bande-annonce mi-image, mi-image de tournage. Arcane, c'est français? Arcane, c'est français, oui. C'est Fortiche, notamment. Non, c'est vraiment le studio Fortiche, du coup. C'était bien, ça. Oui, c'était ultra beau. Effectivement. Venez en France faire de on a du talent. Non, mais on a du talent en France. Illumination Studios, les gars. Ouais, qui font des trucs très beaux. C'est très très beau. Mais parfois un peu. C'est bizarre de voir Mario avec autant de pixels. Ouais, j'avoue. Non, c'est vrai que la DA est magnifique, quoi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose à raconter, quoi. Ouais.
Oula, Mais on bon. va se faire engueuler là. Donc, Bah non, tout le monde est d'accord, tout le monde a kiffé, mais tout le monde reconnaît que c'était vide, quoi. C'est juste un empilement de scènes qui font du fanservice pour chaque type de jeu. T'as un passage Super Smash Bros, un passage Mario Kart, un passage machin, et voilà, t'as été content. je suis d'accord. Mais voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de Super Mario, mais pour parler de The Penguin, qui, donc, le pingouin. Le pingouin qui revient dans Gotham City après les aventures de The Batman. Il va essayer de prendre l'ascension. Absolument, José. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce Colin Farrell, toujours aussi incroyablement maquillé? Colin Farrell, il est mortel. Après, la série elle-même est pas tournée, donc c'est... Elle est en train d'être tournée, parce qu'il y a quand même des images de tournage. Il y a déjà des trucs produits. La vidéo, c'est Now in Production, Ouais. donc c'est pas un trailer, c'est pas techniquement tout est teaser, donc c'est un teaser, mais c'est pas un teaser vidéo En bonne et due on va forme, dire. ouais. Donc c'est compliqué de se faire une opinion. On voit des bouts de décor, on voit un montage qui est très étrange. On voit Colin Farrell qui s'amuse, toujours bien dans son rôle. Il a vraiment ce charisme farrellien. Rien à voir avec le mec avec ses chapeaux ridicules. On voit Christine Milioti quand même, ça c'est bien. Mais en fait voilà, on voit juste le pingouin qui va tenter de devenir le nouveau Kingpin of Gotham avec sa prothèse de make-up. On voit qu'en fait d'ailleurs c'est marrant, il y a des scènes où il est pas du tout gros en fait. Quand il avait dit qu'il avait pas fait de fatsuit et que c'était juste l'impression que ses vêtements le rendaient un peu plus volumineux, c'est exactement ça. Quand il sort et qu'il met son petit coup de Uzi, il a un petit cuir, il est quasiment, enfin après Colin Farrell il a un peu de bide quoi, mais ça va. Donc non, c'est assez impressionnant de retrouver justement ce personnage-là avec cet effort fait sur le maquillage en série télé. Maintenant, ce que ça va raconter, j'ai quand même, je te cache pas, en regardant le moment où tu sais ils prennent l'escalier dans la rue, j'ai eu des petits frissons de Gotham quand même. J'ai encore le petit PTSD Bruno Heller. T'as regardé Gotham Knights ou pas? Non. Je pense que je vais peut-être le binge-watcher, mais je veux pas regarder en semaine parce que j'aurais pas. Moi, il faut, j'aurais pas l'énergie de reprendre si je. J'essaie de faire le 7 semaines dans Gotham Knights parce qu'il y a vraiment des trucs à dire sur chaque épisode, mais c'est dur de trouver le temps en ce moment. Mais je pense qu'après le PFF, je me prendrai une journée pour rattraper tout le retard. Mais voilà, non, ça a l'air cool. Ça sort en 2024 sur HBO Max. Et moi, j'espère qu'on aura une qualité visuelle de The Batman en série télé. C'est pas Matt Reeves, c'est Matt Reeves à la prod. C'est un bon showrunner, hein, mais c'est compliqué quand même de topper les ambiances graphiques et la générosité des décors du film de Matt Reeves. Ouais, on verra bien. Allez, du côté du cinéma, une très belle annonce, enfin une très belle confirmation / annonce, puisque James Mangold, donc dont on savait qu'il réalisera le film Swamp Thing pour le DCU de James Gunn, est aussi au scénario. Ah oui, on le savait, mais bon, c'est bien de le répéter quand même, parce que. On savait juste qu'il réalisait, on savait pas qu'il écrivait. Oui, mais enfin, je sais pas si les gens avaient bien intégré quand même l'idée Swamp Thing et Mangold DC Studios, c'est quand même une annonce énorme, hein, je veux dire. James Mangold, c'est Copland, c'est 3h10 pour Yuma, c'est Logan. C'est Logan. C'est le nouvel Indiana Jones, qui a l'air vachement bien. C'est un film Star Wars sur l'origine des Jedi, alors je comprends pas trop pourquoi, mais c'est un grand scénario, un grand réalisateur aussi, Ford versus Ferrari, Le Mans 66, qui fait des grands films avec des grands acteurs et de très bonne qualité, et qui accepte aussi de jouer le jeu des studios. Ça, c'est quand même devenu assez rare à Hollywood. En fait, la plupart des grands auteurs n'acceptent pas en fait les contrats à la licence. Nolan l'avait fait à une époque avec les Batman, mais après, depuis, il a fait que des trucs à lui. Les Scott, après, Mangold est plus récent, évidemment, mais les grands metteurs en scène comme ça ont commencé à prendre leur distance avec le système parce qu'ils en avaient marre d'obéir aux ordres. Et je ne sais pas comment il s'y est pris, mais effectivement, James Gunn a réussi à persuader Mangold de revenir jouer avec les super-héros alors qu'il avait déjà livré Logan. C'était une prestation assez impeccable. Je veux dire, ça reste l'un des plus grands films de super-héros de ces 20 dernières années. Pour Swamp Thing en plus, qui est pas un personnage qui appelle à Mangold de base, c'est un vrai challenge pour lui, je pense, parce que Swamp Thing, tu peux le prendre par différents bouts évidemment, mais ça reste une plante dans un marais hanté d'inspiration gothique qui tombe amoureux d'une nana aux cheveux blancs, dont le mari se transforme en corbeau. Enfin, c'est pas du tout le côté porte-flingue, le côté les bons acteurs bien américains avec des Stetson qui se donnent pour challenge de faire un truc de ouf et tout, tu vois. C'est pas les flics, c'est pas urbain, etc. Donc c'est pas vraiment l'environnement typique de Mangold. Donc je suis très intéressé, je suis très curieux. C'est déjà mon film préféré parce que c'est mon personnage préféré. Donc on a très hâte de voir ça. Arnaud, t'es content? Je suis ultra content, je suis ultra chaud. J'ai hâte de voir ce que Mangold va apporter à cet univers. C'est vrai que je suis moins spécialiste de sa filmographie parce que j'ai pas vu tant d'autres films de lui mis à part Logan, mais que j'avais adoré, effectivement, que j'avais trouvé ça vraiment vraiment super cool. T'as pas vu Le Mans 66?
Non, apparemment Il est super, mais tout ce qu'il a fait est bien. En fait. À part, bah, du coup, Wolverine, le combat J'avoue que les trucs immortel. de voiture, je m'en fous un peu, mais... Mais moi aussi. Mais Ouais. c'est bien quand même. D'accord, ok. Tu sais, c'est comme Social Network, tu vois. Moi, je m'en fous de savoir comment les nerds qui ont créé Facebook l'ont créé. C'est juste le film est bien, tu vois. Ouais. Donc, il faut voir ça. Et voir Copland aussi, qui est l'un des meilleurs films de Stallone. Ok, très bien. Autre annonce, par contre, où là, du coup, j'ai encore, moi, là, du coup, je suis plus connaisseur peut-être, c'est Mia Goth qui arrive dans le reboot de Blade. Donc, une actrice qui s'est fait connaître, surtout pour des films d'horreur. Elle a commencé notamment à... Nymphomaniac, au début. Non, pas du tout. Elle est pas du tout dans Nymphomaniac. C'est Antéchrist, alors? Non plus. Tu confonds avec Charlotte Gainsbourg, là, mais... Non, pas du tout. Attends, je vais vérifier parce que là, du coup, t'as l'air un peu trop sûr de toi et ça m'énerve. Ah, bah, j'ai écrit ce matin, donc je sais qu'elle a pas fait Nymphomaniac. Vas-y, enfin, mais donc, dans A Cure for Life... A Cure for Wellness. A Cure for... Oui, d'ailleurs, A Cure for Life... Non, A Cure for Life, c'est le titre français. Ils l'avaient titré ouais comme ça, ouais. Quoi? Oh, Nymphomaniac de Lars von Trier. Comment ça? Oh, dis donc, dans sa filmographie. Mais what? Dis donc, mais qu'est-ce que c'est étonnant, ça, Arnaud. Mais à quel moment? Tu vas m'apprendre le cinéma d'auteur maintenant, espèce de petit. Mais sérieux, elle était dans Nymphomaniac? Et du coup, pour la peine, je hijack tout ce que tu disais. Donc, elle a fait effectivement Suspiria. Elle a fait High Life de Claire Denis. Et maintenant, tu peux reprendre ce film qui t'intéresse, toi. A Cure for Life. Voilà. Marrowbone. Les slashers que t'aimes bien. Ah, bah, X et Pearl. Ouais. Qui ont eu bonne presse, apparemment. Qui ont très bonne presse. Et d'ailleurs, il y a un troisième, ça va être une trilogie, par Ty West. Et Infinity Pool, que j'ai pas vu de Brandon Cronenberg, le fils Cronenberg, qui a l'air complètement taré, qui a l'air incroyablement bizarre. Ah, mais oui, mais j'avais pas fait afficher tout, c'est pour ça. Une personne avec un physique, typique film d'horreur, ressemble à une sorte de poupée hantée, elle a pas de sourcils. Effectivement, l'une des vedettes du cinéma d'épouvante moderne, qui a fait Nymphomaniac de Lars von Trier. Oui, volume 2, ça va, c'est bon. Dis pardon. Pardon. Voilà, c'est bien. Et donc annoncé pour le film Blade, qui a priori devrait plus se tourner vers un imaginaire horrifique, on peut l'imaginer en tout cas. Je sais pas, Arnaud, t'es content? Tu m'as dit que t'étais content. Moi, je suis content parce que c'est une très bonne actrice, parce que elle a montré justement dans tous ses films en fait la palette de son jeu, qu'elle a été capable de faire des choses assez incroyables, tant dans le rôle justement de la victime ou du bourreau. Ceux qui ont vu les Pearl et X le savent. Actrice transformiste aussi, hein, puisque dans X notamment, elle joue deux rôles en fait, et si vous le savez pas, vous ne le saurez pas avant de voir les crédits. Et donc c'est vraiment assez impressionnant ce qu'elle réussit à faire. Et quelque part, j'ai envie d'y croire dans ma naïveté de fan de films de genre, qu'en allant chercher une actrice qui vient vraiment du cinéma d'horreur, que Blade sera un peu horrifique, même si peut-être que c'est juste une carte justement pour bien se faire voir d'une certaine partie du public, et que dans les faits, comme Florence Pugh, qui a fait un rôle tout à fait banal après son passage dans Midsommar, quoi. Bah attends, Sydney Sweeney, ça va être pareil dans Madame Web, hein, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est Sony, c'est pas Marvel, donc là j'ai pas les mêmes attentes. C'est vrai. Parce que Sony, disons que Sony, j'ai laissé tomber le fait d'avoir des attentes pour tout ce qui concerne le live action. Marvel Studios, s'ils vous mettent les doigts hors des fesses, ils peuvent faire quelque chose. Je sais pas. J'ai envie d'y croire. Après, on sait que le film avait été reporté parce que justement, Mahershala Ali était pas content du script et l'équipe créative a été revue. Et Kevin Feige avait visiblement envie de mettre bien à Mahershala Ali. Donc on va voir. Après, c'est vrai que Mia Goth, pour l'instant, a quand même une filmographie assez exigeante, avec des productions de très bonne qualité. Voilà, enfin, elle a fait du Autumn the Wild avec Anya Taylor-Joy sur le film Emma, le remake de Emma, enfin la nouvelle adaptation de Emma. Parce que moi, en fait, j'ai pas vu ces films d'horreur à part Suspiria, donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne actrice d'horreur, mais voilà, moi j'ai vu Nymphomaniac, j'ai vu Suspiria, j'ai vu Suspiria, j'ai vu High Life, et généralement elle m'a convaincu. Ouais, non, mais elle est très douée. C'est vrai qu'elle a vraiment un physique en plus, quoi, avec sa espèce de bouille de femme enfant. Elle pourrait jouer dans une version adulte de Mercredi dans la famille Addams. Donc c'est effectivement une belle prise pour un film qui a l'air d'être l'un des plus ambitieux de Marvel Studios. Mais encore une fois, on ne sait pas parce que c'est quand même assez lointain, quoi, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, on verra le projet qui est prévu pour l'automne 2024, je crois, au cinéma. Donc, il y a encore un petit peu le temps, mais le tournage doit se faire là en mai 2023. Donc là, je pense qu'on va avoir encore d'autres petites annonces, enfin, grosses d'ailleurs, annonces au casting avant que la production se mette en branle, ce qui est déjà bien parce que ça commence à dater. La première annonce de Blade qui revenait, c'était quand même en 2019 de mémoire. Donc, finalement, il va tomber en face de Joker 2. Ouais. Ça va être vraiment le film de la société. Premières images d'ailleurs qui tombent, voilà, avec Harley Quinn
Oui, rien à dire dessus. Non, pas grand chose. Ensuite, on termine avec un quatuor de bandes-annonces du plus, je crois que je les ai classés du plus osef au meilleur truc, en fait, vraiment, Ça commence par de façon plus ou moins consciente. Blue Beetle. Ouais. Donc, le super-héros latino, Remy Reyes, qui est incarné par, Solo Maridueña, qui est donc une grosse star depuis qu'il a fait Cobra Kai. Donc, clairement, lui, je pense qu'il sera bien, en plus, hein. Ah ouais? De ce que je vois de son jeu, il a pas l'air d'être aux fraises, tu vois, mais. Non, mais le trailer, pour moi, c'est Venom, mais avec une armure, quoi, robotique, hein. Mais le film a l'air, en fait, d'être extrêmement archétypal dans cette proposition d'origin story avec un personnage qui vient d'en bas, on va dire. Ça ressemble à la fois à Spider-Man, ça ressemble à la fois à Shang-Chi, ça ressemble à la fois à Venom, ça ressemble à la fois à énormément d'autres choses qu'on a déjà vues ailleurs, même à Kick-Ass quelque part. Enfin, il y a vraiment très peu d'idées à soi, quasiment aucune en vérité, dans cette bande-annonce. Le costume, quoi qu'il soit, fidèle aux comics, il est plutôt fait plastoc pour moi, je trouve. Alors que paradoxalement, il a un potentiel dans la mesure où il peut créer les armes qu'il veut, etc. Enfin, et puis. Ouais, le plan de fin avec l'épée, c'est presque banal au final par rapport aux possibilités. Moi, je croyais que ce serait une après, geek ou un que ce soit un adolescent, qui ait pas d'imagination, c'est pas comme Kyle Rayner, tu vois, qui est un auteur de BD qui devient Green Lantern et qui du coup peut faire plein de trucs. Par rapport à Jordan, fait pas que des coups de poing géants. C'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que le scénariste, lui, s'il se donne ce challenge-là, doit avoir de la créativité. Tu vois, c'est tout le problème. Ah oui, bah après, il est payé aussi, hein. Et là, je vois pas une once de créativité. C'est le jeune homme. En plus, je dis pas qu'on commence à avoir l'habitude, mais après Miss Marvel, après Miles Morales, après Shang-Chi, justement, ce côté, en fait, cette espèce de critère de différenciation d'être issu d'une communauté et du coup de mettre des jalons culturels qui vont renvoyer à cette communauté. En l'occurrence, évidemment, on voit bien que Jaime, c'est un peu l'espoir de sa famille, qui sont des cols bleus, qui partent d'en bas, qui sont des migrants première génération. Lui, il incarne plutôt l'espoir d'aller à la fac, de machin, de bidule, dans une famille qui va sûrement, faire des phrases ça a un nom d'ailleurs, le mélange entre l'anglais et l'espagnol. J'ai vu un super cours de langue par rapport à ça sur YouTube, mais je vais vous dire ça plus tard. En fait, ça, c'est pas un critère d'originalité suffisant. Surtout si c'est un film à petite ambition, à petit budget, à petite production. Parce qu'effectivement, là, tout ce qu'on voit, c'est des scènes très urbaines qu'on a l'impression d'avoir déjà vues 200 fois. Les pouvoirs en eux-mêmes, alors oui, il peut voler, découper des trucs et faire apparaître des objets. Alors c'est très bien, mais vous imaginez bien que si justement c'était un comics avec un artiste créatif, vous auriez 1000 variations possibles sur ce thème-là, et les quelques scènes d'action qu'on entreaperçoit ont l'air extrêmement banales. En fait, ça fait mal de voir ce trailer-là et juste après de voir Tyler Rake 2, où c'est juste Chris Hemsworth qui met des patates à des mecs. C'est-à-dire qu'un film qui est réaliste, dans un sens, où il n'y a pas de super pouvoir, est plus généreux visuellement dans la mise en scène de l'action qu'un film où il y a des super pouvoirs et des trucs en CGI que tu peux, du coup, tu peux truquer la réalité. Et ça, moi, c'est un truc qui me désespère. On a John Wick, on a Atomic Blonde, on a Tyler Rake, où en fait, les metteurs en scène, qui sont les cascadeurs, font des films plus généreux visuellement, avec 3 fois rien, que les films de super-héros qui ont des centaines de millions de budget. Shazam 2, il y avait quelques idées qui étaient visuellement intéressantes, mais en général, on va pas se mentir, on retient pas grand chose, dans les scènes d'action. Est-ce que vous en souvenez vous-même, tu vois? Pareil pour Ant-Man 3, enfin, moi, je commence un peu à en avoir marre, en fait, et au-delà même, tu vois, du scénario, parce que le scénario, il est ce qu'il est, tu vois, c'est Jaime Reyes, apparemment, il faut dire Jaime, du coup. C'est Jaime Reyes, c'est pas un personnage qui me tient à cœur, particulièrement, c'est un Spider-Man-like, latino-américain, voilà. Le Blue Beetle lui-même, on sait même pas, si le vrai Blue Beetle, l'origine sera là, Ted Kord. Oui, parce que la méchante c'est Victoria Cord et on voit dans un plan les costumes des 2 précédents Blue Beetle, donc il y a Ted Kord et l'autre dont je me rappelle jamais. C'est ça, en fait, tu vois, c'est l'originalité de Remy Reyes, c'est aussi d'être le Creed de Ted Kord, tu vois, le côté un film sur la passation de pouvoir, l'héritage, le mentorat, etc. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Donc non, moi j'avoue que ça m'a un peu foutu une douche froide. J'ai l'impression en fait qu'on a vraiment fait une fanfiction sans idée. Tu sens franchement que c'était un téléfilm à la base, quoi, aussi. Ouais. Je trouve dans le visuel, dans l'approche, tu te dis ouais, effectivement c'était un truc qui était prévu pour Max, pour HBO Max. Et là, tu sais, moi la réflexion que je me suis faite, je me suis dit mais en fait si le trailer de Bad Girl avait cette gueule-là, mais en fait moi je suis limite maintenant en fait je me dis mais en fait je suis content que le film ait pas été fini. Hein. Parce que je me dis si c'est parce que à mon avis Blue Beetle sera peut-être sympathique, tu vas le regarder, tu le rangeras dans la carte effectivement bon divertissement que t'as oublié 2 semaines après. Mais en fait, si c'était pour faire ça, en vrai, arrêtez de mettre des sous, hein.
Bah, de toute façon, ils vont arrêter, puisque ce genre de projet-là, je ne sais pas si ça intéresse encore James Gunn, tu vois, mais c'est très clairement un film qui, là où justement Gunn, en passant sur TSS, The Suicide Squad, pardon, avait commencé à bien comprendre qu'il fallait faire bouger un peu les choses, moderniser. Oui, bah ça rejoint complètement sa déclaration sur le fait que la cité des super-héros, c'est pas le super-héros en lui-même qui l'a, c'est le fait que ce soit les mêmes histoires qui sont racontées en boucle. Et là, c'est vraiment une prod milieu des années 2000, quoi. En fait. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment le prototype du film que t'as déjà vu. Voilà. Comme si on n'avait pas pris 15 ans de Marvel Studios dans la gueule, 10 ans de DC, enfin. Et les gars, faut bouger à un moment donné. C'est pas, effectivement, et l'argument de la communauté ciblée ou de la plus-value culturelle, elle suffit plus. Spider-Verse, c'est un film aussi qui a un héros qui représente en plus deux communautés, et c'est juste le trailer de Spider-Verse, c'était plus créatif que ça. Alors, c'est de l'animation, je veux bien. Mais 3 secondes du trailer de Spider-Verse sont plus créatifs que l'ensemble des autres. Oui, et puis tu peux travailler la photo, même sur les images réelles, tu peux trouver des plans intéressants. Mais là, les scènes d'action, c'est très vite, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage d'avoir ce sentiment. Moi, j'y croyais un peu, pourtant. De potentiel qui est pas exploité. Mais on peut passer aussi du côté de Marvel Studios pour dire du mal des deux majors, avec The Marvels. Je veux pas en dire du mal autant, moi, personnellement. Ouais, alors qu'est-ce que t'en as pas? Bah, j'en ai pensé que je m'attendais à rien. Ah, mais je sais pourquoi, parce qu'il y a un putain de chat. Il y a plusieurs chats. Et c'est des Flerken, en plus, reste bien. Non, mais, voilà, oui, le petit plan où les chatons Flerken descendent l'escalier, il est mignon, je peux pas dire le contraire. Mais toi, t'as aimé les scènes avec Crypto dans le run pourri de Orlando avec Supergirl, donc reste bien, tranquille. En plus, vous avez eu Super Pets l'année dernière, alors que moi, j'ai pas eu encore. Mais il y avait un chat. C'était le méchant. Un chat. Oui, c'était le méchant. Ben, voilà. C'est forcément issu d'un peuple qui a beaucoup trop souffert. Nous réclamons la représentativité au cinéma. Donc oui, non. En fait, si tu veux, je m'en fous. Tu vois, le film pourrait ne pas sortir, ça me serait égal. Mais ça a l'air anecdotique. Ça a l'air anecdotique, oui. Mais tous les Marvel sont maintenant devenus anecdotiques. Tant qu'il n'y a pas un Kang qui va apparaître, ils vont me dire, on s'en fout, c'est juste pour occuper le terrain. Et de facto, je suis content de revoir Kamala Khan. Ouais, elle a toujours ce côté bon vivant, ce côté candide, vraiment sincèrement, elle kiffe être là, ouais, elle kiffe autant être là que Kamala Khan est vraiment une fan aussi des héroïnes de l'univers Marvel. Alors qu'à l'inverse, justement, Brie Larson a l'air d'encore de pas être contente d'être là. Ouais. Ça me fait marrer parce que depuis qu'elle est là, alors c'est pas pour dire les femmes devraient toujours sourire, etc., parce que ça s'était éclaté. Hein. Voilà, mais elle fait vraiment tout le temps la tronche, et à un tel point justement que ce côté serious business commence à devenir un peu une sorte de signature du personnage. Elle est jamais contente, en fait, tout le temps. C'est ça. Du coup, moi, je trouve ça marrant, tu vois, d'avoir cette espèce de... Alors, Monica Rambeau... Ça fait un peu Freaky Friday, quoi. Ouais, c'est ça. Monica Rambeau, on l'a pas encore assez vue pour se faire un avis dessus. Après, l'actrice, elle est cool, quoi. Diana Paris, elle est mortelle. Maintenant, ce que ça me donne l'impression, quand même, c'est qu'il manque un deuxième film Captain Marvel sur Carol Danvers, comme pour Doctor Strange, où on est passé trop vite de Doctor Strange et le nouveau Sorcier Suprême à Doctor Strange sauve le multivers. Avec tout ce qui s'ensuit, les personnages secondaires, le propos sur WandaVision, sur Wanda, etc. Là, pour moi, il manque un truc où on nous dit qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 25 ans, quand même, parce qu'elle est partie en abandonnant sa copine et sa gosse. Elle a sauvé le monde avec les Avengers dans Endgame. Après, elle revient dans Endgame, effectivement, et on n'apprend pas plus de choses que ça sur elle. Et après, elle faisait des réunions par hologramme à la fin de Shang-Chi. C'est ça. Du coup, là, en plus, ça a pas l'air d'être le focus. Le trailer s'ouvre par Monica Rambeau. On voit plus de scènes comiques et humaines avec Kamala Khan. Donc voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je suis content encore une fois que la série Miss Marvel ait un prolongement. Je trouve ça plutôt rythmé. Effectivement, je suis content de revoir Chewie, le chat. Que Goose, non. Voilà, il s'appelle Chewie. Merde. Et en plus, il a les petits, comme dans Captain Marvel 8 de Killswitch Iconic. C'est un numéro extraordinaire où en fait le chat accouche des millions d'œufs qui cachent dans son ventre. Parce que les chats ont des œufs dans l'univers, enfin les Flarkan, ouais. Donc ça c'était cool. Je suis content de voir Nick Fury. Ils ont réussi à faire des chants encore plus répugnants que les vrais, quoi. En fait, là je trouve, si tu veux, que ça fait vraiment film pour l'été. Enfin, du coup, qui a été décalé à novembre. Ça fait vraiment film pour l'été. On s'en fout. On va le voir. On se distrait. Tu vois, c'est juste, on se distrait, on oublie. Pas d'enjeu, pas de multivers, pas de dramaturgie. Juste des meufs qui font des blagues, des scènes d'action. Et un petit peu de l'univers spatial que j'aime bien, au demeurant. Parce que tu vois, quand même, là, Ant-Man 3, introduction du nouveau vilain. Guardians 3, probablement la mort d'un des personnages, la dissolution de l'équipe. The Marvels, des meufs font les oeuvres dans l'espace. Ouais, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Moi, franchement, si Marvel veut faire que du blockbuster divertissement, je prends au moins ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux. Oui, disons que je préfère quelque chose. Brie Larson est une femme extraordinairement magnifique. Je préfère effectivement avoir quelque chose de casual, on va dire, sur ces nanas qui gèrent leurs problèmes et qui essaient de contrebalancer le fait qu'elles en ont un peu marre de changer de place quand elles activent
leur pouvoir et que ce soit volontairement un peu comique, plutôt que d'avoir un truc faussement sérieux à la Ant-Man and the Wasp qui croit jamais, enfin qui arrive jamais à te faire croire à ses enjeux. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Que je préfère avoir des mais pareil, le truc c'est que vu que c'est Marvel Studios et qu'il y a toujours un moule qui doit rester, j'ai l'impression que de toute façon tu peux pas avoir de proposition qui aille vraiment au bout de ces idées, parce que à la limite une vraie comédie de super-héroïne où ils jouent vraiment à fond la carte de la comédie, où ça devient presque burlesque en fait, limite ça m'intéresse beaucoup plus qu'un truc qui a l'air quand même d'être toujours le cul entre deux chaises, avec là la méchante qui est jouée par Zoe Washington qui a l'air d'être un spoof au féminin de Ronan l'Accusateur, mais tout autant osef, quoi. J'allais dire, t'as Ragnarok, quoi. Tu vois, qui est une vraie comédie pour moi, mais le problème c'est qu'après on lui a dit bah du coup c'est bien, fais de la vraie comédie, il arrive derrière et il fait n'importe quoi, ouais. Il fait un truc qui est pas écrit. Peut-être que justement Feige après l'échec d'Ant-Man 3 et après l'insuccès critique colossal, hein, je suis désolé, on peut très bien y voir ce film, mais globalement il a pas été très bien reçu par la majorité du public, qui était Love and Thunder. Peut-être que Feige en salle de montage, il s'est dit, on va faire qu'entre deux chaises, parce que si jamais on laisse trop de... Après, Nia DaCosta, je sais pas ce qu'elle vient de l'horreur aussi, non? Ouais, elle a fait le remake de Candyman. Enfin, c'était bien. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ok. D'accord. À Skip, c'est pas trop mal. Mais j'ai pas eu la chance de le voir quand il était au ciné, j'ai pas pris le temps de rattraper pour le moment. Mais donc on verra, ça sortira l'année prochaine. Ensuite, du côté des trailers de trucs qui donnent plus envie, Tyler Rake 2, la suite de l'adaptation des comics Ciudad qui s'émancipe complètement des comics maintenant. Rien à voir déjà. Mais oui, bah c'était quand même pas le même pays, c'est pas le même personnage principal. Oui, mais c'était une opération d'extraction dans une oui. Voilà. Un mec va sauver quelqu'un et tue des gens au passage. Voilà, dans un contexte généralement difficile, et nous on en parle parce que ça nous paraît quand même d'avoir le prétexte que ça vient d'un comics pour avoir du cinéma d'action bien branlé. Et honnêtement, donc ce trailer qui en fait est une des séquences du film qui se passe en plan séquence. C'est même pas un trailer, hein, c'est un extrait. C'est un extrait mais qui est monté. Trop bien. Enfin, c'est génial comment les mecs justement s'en battent les couilles. On vient de parler de deux films qui te montrent quasiment le premier tiers en accéléré, en montage, avec bien d'exposition, le scénario. Eux, ils disent, on s'en fout du scénario, vous êtes là pour la bagarre. Voilà, on a fait de la bagarre. T'as la scène en plan séquence, et juste après le titre, il défouraille un hélicoptère à la Gatling, et voilà. Et t'as putain, mais oui, mais voilà, les gars, vous m'avez compris, là. Plus que le premier, d'ailleurs, qui se prenait vachement au sérieux dans ce côté qui est Tyler Rake et tout. Là, ça va juste être de la grosse baston, je pense, hein. À mon avis, au niveau intrigue, il est pas mort. Alors on le savait à la fin du an, tu me diras. Oui. Il va continuer à faire le con, à tabasser des mecs. Là, effectivement, mais là, c'est Tyler Rake, pays soviétique edition, quoi. Exactement. Oui, du coup, ça doit être un peu moins raciste. Maintenant, on peut les Russes. C'est autorisé. Ouais. C'est de nouveau autorisé. Ça l'a plus été pendant un moment, maintenant on peut. Là, vraiment, t'as les idées de mise en scène qui sont géniales, tu vois, quand il est avec la caméra qui est fixée sur lui, tu vois, qui a un effet que tu connais très bien dans les séries et tout. Qu'il a du coup après hop il l'enlève et il finit un mouvement de combat à côté de lui, du coup il récupère la caméra en bougeant et tu vois pas comment est-ce qu'ils ont fait l'arsenal, etc. T'as juste une tricherie que tu vois sur le plan séquence quand la caméra débule sur un corps et qui revient sur lui, c'est pas grave, et quand il arrête, c'est une grenade en feu là, le cocktail Molotov. Il a le point en feu, ça l'arrête pas, il continue, c'est tellement over the top, c'est tellement débile. Alors le mec il a un point en feu maintenant et il met des patates avec, du coup ça fait encore plus mal. Non, mais c'est trop ouf. Non, mais parce que par contre, même dans la folie, puisque c'est dans une scène d'émeute de prison, visiblement, la folie qu'il a de prendre le bouclier d'un des gardiens de prison pour commencer à se défendre, à taper, et que il voit, et que la caméra suit en fait le mouvement en tant que le spectateur en fait du cocktail Molotov, qu'il a à peine le temps de se protéger. Enfin, il y a en fait il y a un énorme feeling de The Raid, parce que dans The Raid dans The Raid 2 notamment, il y a une énorme scène aussi de baston comme ça, incroyable, mais dans la boue, dans la prison, là. Oh là là, même quand dans les chiottes, quand les mecs veulent entrer les chiottes et qu'ils les pètent les uns après les autres. C'est dans la première moitié du film, quoi, qui est vraiment. Mais là, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit à l'époque de. Donc là, ce sera pas aussi bien. Mais il y a quand même des bonnes vibes il y a un podcast où on avait parlé justement du fait que les Américains, avec l'école fondée par David Leitch et Chad Stahelski, donc 8711 qui est devenu 87 North pour Leitch et son épouse, je sais plus comment ça s'appelait, et justement Hargrave qui est un mec de cette école là qui a été formé par Leitch et Stahelski, d'ailleurs il produit, je crois Leitch produit sur les Tyler Rake. Il y a vraiment une envie en fait d'aller topper le cinéma asiatique en termes de scènes d'action, pendant que justement les Asiatiques continuent à faire des trucs complètement fous. On se dit aux États-Unis, bah voilà, il faut qu'on soit créatif, qu'on soit généreux, qu'on y aille. Et honnêtement, voilà, encore une fois, moi je reviens à ça. C'est à ces mecs-là qu'il faut filer un film de super-héros en fait. C'est à ces mecs-là qu'il faut dire, on va pas adapter un comics indé, on va prendre le Punisher,
et on va faire ça. Voilà. Et il va tabasser des mecs et tuer des mecs comme ça avec des super effets de caméra et tout. Parce que c'est ça, le talent entre guillemets pour la baston, il est là. Et on voit qu'on commence à arriver, même John Wick 4, apparemment, t'as des scènes bien, tu vois, pour un 4e film d'une saga. Moi, je me suis un peu ennuyé. Ouais, moi, le 3 même. et le 2, je me suis un peu, j'aime bien, le premier, j'aime vraiment beaucoup, mais le 2 et le 3. En fait, je me rends compte que techniquement, effectivement, il y a des scènes qui ont dû être assez chaudes à filmer, que effectivement, t'as des passages avec on va dire des set pistes qui sont cool, comme l'escalier de Montmartre et tout ça, parce que en tant que Français, en tant que Parisien, tu reconnais le truc, et qu'effectivement quand t'as Keanu Reeves ou sa doublure qui descend en fait en roulade du coup, parce qu'ici il vient de se faire taper tout l'escalier de Montmartre, tu dis oh punaise, mais pour le cascadeur ça a dû être un enfer à jouer ce truc. Il se relève et il recharge son flingue et il remet son col de veste. Ouais. Clac. Mais je l'ai pas trouvé je l'ai trouvé un peu longuet, mais surtout qu'en fait ce qui m'ennuie, c'est que c'est beaucoup de gunfights, surtout John Wick, et en fait les gunfights c'est pas là où tu peux faire vraiment les plus grosses efforts de mise en scène. Le premier, il avait quand même un truc au niveau du gun-fu, comme il disait, tu sais, c'est cette technique qu'il avait de se déplacer, de recharger très vite, d'être toujours un peu tu sais, il prend le flingue, il s'en sert pour parer les coups et tout. Enfin, il y a quand même des trucs super intéressants. Après, pour moi, dès le 2, ça devient un peu trop, enfin, à la fin, le mec, c'est un surhomme, quoi. Genre, tu peux pas encaisser autant de coups, même sans être un accro du réalisme, hein, mais, là, justement, pour Tyler Rake, juste cette scène-là, évidemment, t'as quand même plus un côté, plus crédible, je trouve. Tu vois, c'est même au niveau des éclairages et tout, ça fait plus un mec qui se déplace au milieu d'un champ de bataille. Et justement, le fait, comme tu dis, le moment où il arrête le cocktail Molotov, qui fait très surprenant, très inattendu. Alors que John Wick, c'est quand même très, très chorégraphié, c'est des couleurs violettes, bleues et tout. Donc, bref, tout ça pour dire que ça va bastonner. Ça sort cette année en plus sur Netflix. J'aimerais bien voir ça sur le grand écran, Corentin. Je dis ça comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, moi, j'ai pas de grand écran chez moi. Je te dis juste ça comme ça. Et on termine avec Le Roi, qui va reprendre sa couronne cette année, hein, qui ne l'a jamais perdu. Spider-Man Across the Spider-Verse, un nouveau trailer. Limite, t'as pas envie de regarder pour te laisser surprendre dans la salle de cinéma, et en même temps, en l'espace de 2 minutes, t'as plus d'inventivité que tout ce qui a été fait dans le cinéma de super-héros, depuis le premier Spider-Verse, quoi. C'est juste trop bien. On en sait un peu plus sur l'histoire quand même. On sait du coup qui va être l'antagoniste, et on comprend mieux pourquoi le titre VF à la base c'était Seul contre tous. Mais voilà. Ce plan Spider-Man Let Loose. C'est une bonne reprise du même, du coup, une bonne reprise de ce même. C'est une finale du trailer. Magique, quand même. Il y a plus d'absurdité, j'ai l'impression, avec la citadelle d'Eric de Spider-Man, on va dire, où ils vont plus jouer sur toutes les vannes méta, parce que dans le 1, t'avais ça un peu avec Spider-Man noir et Penny Parker, celle qui était en robot, là. Oui, Penny Parker, voilà. C'est vrai. Où t'avais le côté un peu méta rigolo et la scène de jeu post-générique. Mais là, ça a l'air quand même d'être un peu plus absurde. De la même façon, effectivement, donc le scénario, c'est grosso modo Miguel O'Hara, qui est le fondateur un petit peu de la citadelle des Spider-Man, va expliquer à Miles qu'il faut qu'il passe par un sacrifice pour être légitime en tant comme araignée. Ouais, pour sauver le multivers, hein, voilà. A priori. Et lui, s'y refuse. Donc ça explique mieux pourquoi est-ce qu'il lui cavale tout ça après, effectivement, dans les trailers précédents. C'est très beau, c'est très bien foutu. On revoit mon bon Peter B. Parker préféré, avec la voix de Jack Johnson qui a l'air trop gaze. Effectivement, on entend un peu plus Oscar Isaac. On voit qu'il combat pas mal sans masque en plus. Miguel O'Hara qui a jamais été aussi bulky. C'est devenu le Hulk Dorman. Ouais, j'avoue, il est bien vénère. Mais voilà, mais dans les styles, il y a déjà fait plein d'arrêts sur image en disant, mais il y a déjà tellement de plans qui sont trop beaux, la reprise de What's Up Danger dans le trailer, moi, elle me refout des frissons. Ça me rappelle que les frissons pas possibles que j'ai pris avec la scène de What's Up Danger dans le premier Spider-Verse. Je suis désolé, ça va être trop, enfin. J'ai rien dit, pourquoi tu. Non, mais je m'excuse, enfin, je sais pas, parce que j'ai pas envie de partir non plus trop, parce qu'il y a un risque, hein, que vu que c'est pas les mêmes réals, que machin, il y a un risque qui existe que ce soit pas aussi bien. Et pourtant, moi, de tout ce que je vois maintenant depuis le début. Visuellement, c'est sûr que ce sera déjà très bien, enfin. Ça va être une branlée, quoi. Tu vois, cet effet stop-mo, ces couleurs, ces textures en rajout, c'est déjà juste très très beau visuellement. Après, peut-être que le scénario sera un peu moins riche, mais moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est du placement de produits Spider-Man de Sony, quoi. J'ai trop peur qu'il joue la carte trop facile. Parce que le même, il est marrant, tu vois. Mais c'est un peu facile, et j'ai peur qu'il fasse ça, parce qu'il y a une version internationale du trailer où au début, ils reprennent des passages de voix avec Tobey Maguire, Tom Holland et Andrew Garfield.
Et ça, par contre, ça m'agace, tu vois. J'ai peur qu'il tombe là-dedans, quoi. T'as la vanne dans le trailer où il dit jamais le gamin nerdy de la Terre. Oui, 1689. Oui, ils font une référence à No Way Home, ouais. Voilà. Parce qu'il sera jamais. Et ça, c'est trop marrant de la part de Sony, en fait, genre Tom Holland dans Spider-Verse, jamais. Et tu pars qu'ils vont finir par le foutre, évidemment. Ou alors il sera un peu de gêne. Ouais. Mais ça, après, je m'en fous, tu vois. Moi, personnellement, je suis prêt à accepter le contrat parce que ça reste Sony Pictures. Voilà, c'est les mecs qui font les films Bad Bunny, El Muerto et Hypnosis Club. Ouais, mais c'est Sony Pictures Animation. Donc c'est les gens qui ont fait les tempêtes de boulettes géantes. Les droits, ça reste les mêmes. Ceux qui signent les chèques, ça reste les mêmes. Et ils vont demander si mais les personnes créatives de placer Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils vont le faire parce que. Oui, mais c'est. Parce que No Way Home a fait 2 millions. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Et de fait, justement, par rapport à No Way Home, c'est agréable de voir un film qui prend le multiverse par arachnéen au sérieux, qui veut vraiment jouer à fond avec les possibilités que ça offre. Pas juste pour le fanservice, parce qu'il y a vraiment des références de nerd que même moi, je n'ai pas. Très honnêtement, il y a des Spider-Man dedans dont j'ai vu des listings. Alors lui vient de là, lui vient de là. C'est vraiment super pointu. Ils ont vraiment fait leur devoir. De la même façon que c'est la première fois qu'on verra Miguel O'Hara au cinéma, tu vois, c'est un truc que je pense pas que Sony Pictures Cinéma Image réelle aurait fait, tu vois, parce que pour le coup, le personnage est pas vendeur et tout. Donc c'est super bien, c'est super cool et ça montre un petit peu, j'espère que ça va montrer justement aux studios qui sont tous à fond sur le multivers en ce moment comment il faut faire. Bah tu vois quand même avec ce qu'on disait avec le Tortue Ninja que Spider-Verse a déjà commencé à infuser en termes de DA et d'envie d'animation, qu'il y a déjà des petites retombées. Je suis pas d'accord. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à Spider-Verse ce film justement. Non, mais tu confonds parce que moi je parlais de Spider-Verse en fait. Alors que le Tortue Ninja, tu vois, je trouve que ça. Spider-Verse. Oui, non, en fait, ça, tu vois que ça faisait penser un peu à Spider-Verse. Exactement. Quand même, après, c'est pareil, on avait dit pour Moon Girl et Devil Dinosaur aussi. Complètement. Le projet du réal du premier qui est toujours pas sorti, Power avec la nana qui fait les kicks électriques. Mais ça, on le dit à chaque fois en fait. Mais c'est une réalité que artistiquement, à défaut d'être un succès au box-office, la scène artistique geek, on va dire, a vraiment pris des leçons de Spider-Verse. Mais encore une fois, même Miss Marvel, il y a des idées qui viennent de Spider-Verse. Ouais, carrément. L'esthétique violet, rouge, etc. Enfin, c'est quand même, voilà, ça vient pas de nulle part, tu vois. Donc, même, quelque part, on pourrait dire que Blue Beetle a un peu aussi. Ouais, non, mais, quand même, bon, justement. Voilà. Parce que sinon, on aurait été un peu plus enthousiasmé, quoi. Mais donc, ouais, non, c'est déjà le film de l'année. Ouais, clairement. J'ai clairement envie de dire ça et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. C'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été abordé en commentaire sur notre site et à partager le podcast sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Vous pouvez également apporter votre soutien sur notre page Tipeee qui est ouverte H24 et on remercie Frison et Émilie qui sont venus contribuer au cours des 10 derniers jours. Merci beaucoup d'être avec nous et merci aux 135 personnes qui nous soutiennent en ce moment pour faire vivre cette aventure le plus longtemps possible. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut! Salut!